Je me présente, je suis Michael Godet, président de l'association Cap à l'Est. Et à présent, on va passer à la deuxième étape de notre après-midi sur le sujet du photovoltaïque avec la présentation de la table ronde qui sera animée par David Gréau. Mais avant d'avancer sur ses propos, je voulais laisser la parole à M. Herzog, l'élu de la CCI, notre soutien au sein de l'association Cap à l'Est, pour avoir un petit propos introductif. Et ensuite, je vous présenterai Envirobats et l'association Cap à l'Est, pour ensuite passer sur la table ronde. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas avoir un discours d'une demi-heure. Je suis là parce qu'il me semblait important de participer à cette nouvelle table ronde. Merci à M. Weiss. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, et M. Cantrel pour la visite de SolarBoTex. C'était une très belle visite. Donc je suis élu à la CCI et je suis aussi référent territorial de la ville de Molsheim et de Sélestat. Alors, la dernière fois que cette réunion a eu lieu, il me semble que c'était au mois de mars, Cap à l'Est, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tout à fait dans un autre moment de l'année. Depuis mars, il y a une guerre en Ukraine qui continue. On a des prix au niveau énergétique qui sont en train d'exploser. Je pense que tout le monde dans la salle est directement impacté par ces hausses de prix. Et la question et la table ronde, ou plutôt la discussion qui aura lieu autour du photovoltaïque, une réponse à la crise énergétique, je pense qu'une réponse toute faite est oui, vu ce que nous sommes en train de vivre. En tout cas, pour la CCI, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans l'aventure depuis une vingtaine d'années, dans tout ce qui est développement durable, et nous accompagnons l'association Cap à l'Est depuis son départ, depuis 2019. Et c'est donc Christine Reiner qui est là-bas, bonjour, qui anime et co-anime avec M. Godet et toute l'équipe cette belle association. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec vous. J'ai oublié de le dire, je vais quand même me corriger. Je suis là aussi au nom de M. Jean-Luc Alburger, le président de la CCI, qui m'a demandé de venir prendre la parole et lancer cette belle journée. Alors concernant la CCI, alors concrètement, qu'est-ce que nous faisons au niveau de tout ce qui est économie durable? En fait, nous avons trois actions. La première action au niveau de la CCI, c'est de vous garder, vous tous, informés. Garder informés les 90 000 sociétés d'Alsace sur toutes les aides qui peuvent exister autour de l'énergie. Aujourd'hui, on parle du bouclier énergétique, on parle d'amortisseur électricité, on parle de tas de choses. Et notre rôle au niveau de la CCI, vous pouvez le trouver au niveau de notre plateforme, c'est de vous tenir informés pour savoir comment vous pouvez bénéficier de toutes les aides qui tombent l'une après les autres. Certaines sont lisibles, certaines autres illisibles, et donc on essaie de décrypter tout cela pour vous. Ça, c'est une des premières missions que nous avons au niveau de la CCI. La deuxième mission, c'est de soutenir des initiatives telles que l'initiative Cap à l'Est, qui est devenue Cap à l'Est. C'est des acteurs qui se réunissent et qui essayent de trouver des solutions à des problématiques. Et ça a donné lieu, par exemple, à la naissance de Cap à l'Est avec tous les acteurs que vous êtes, que ce soit des industriels, des proposeurs de solutions. Un autre exemple, et c'est aussi, je tire aussi mon chapeau à Mme Reiner de la CCI pour cela, il existe un autre cluster qui est le cluster Lumière, qui a aussi été créé il y a 3-4 ans, qui réunit, comme dans cette salle, des professionnels de l'éclairage. La deuxième mission, c'est de soutenir des industries et des innovations. Ça, c'est la deuxième mission de la CCI, et nous le faisons en essayant de permettre aux initiatives de bien connaître le tissu industriel en Alsace et de pouvoir développer leurs projets. Et enfin, une des troisièmes missions que nous avons au niveau de la CCI, c'est un petit peu un corollaire à Cap à l'Est, c'est que nous essayons de mettre en réseau l'ensemble du territoire. Et c'est le rôle des élus. Nous, élus de la CCI, nous sommes 100 élus. C'est aussi mon rôle en tant que référent territorial, de pouvoir créer du lien, créer du réseau.
Ce réseau, au niveau de la CC, nous l'avons développé avec une plateforme qui s'appelle Business Sourcing, une plateforme qui a été créée il y a un peu plus d'un an. La société Voltex Solar en fait partie, par exemple. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre en relation des donneurs d'ordre avec des apporteurs de solutions. Hier, par exemple, il y avait un salon à Mulhouse, le salon BI 4.0, qui en fait a permis à une quinzaine de sociétés qui étaient à la recherche de solutions dans un domaine précis de rencontrer des commerciaux et de mettre en lien des compétences au niveau de la région. Et voire même plus loin, parce qu'aujourd'hui cette base de données n'est plus que alsacienne, elle s'est aussi étendue à l'Allemagne. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui peut mettre en relation des sociétés qui cherchent en fait des solutions techniques. Et je pense que c'est très important parce qu'on est dans un bassin économique avec une industrie et avec des sociétés qui ont montré depuis longtemps leur savoir-faire. Et le circuit court, c'est une chose qui est pour moi très importante aussi. Et le circuit court, avec ce qu'on a vu, d'avoir une société qui est en plus leader dans ce domaine au niveau des panneaux solaires comme Voltex Solar, je trouve ça formidable, qu'on puisse avoir ça sur notre territoire. Et j'espère que vous avez peut-être lu dans les Échos la semaine dernière, il y avait un bel article sur Voltex Solar, c'est que les gigafactories dont on parle pour s'implanter en Alsace, avec les 1000 emplois qui sont derrière cela. Donc voilà, donc, je vais vous laisser à notre table ronde. J'espère que cette table ronde sera inspirante pour vous. Bonne soirée encore. Merci. Merci Monsieur Herzog. Donc voilà, je crois que les gens, installez-vous, allez-y. On va être au complet. Donc c'était important pour Katharina et moi de vous remercier chaleureusement pour votre mobilisation, participation en nombre. On avait quand même 180 inscrits. On a dû arrêter les inscriptions assez rapidement tellement la demande était importante. Donc vraiment merci. On est content de pouvoir œuvrer et pouvoir échanger avec vous sur cette thématique qui est le solaire. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui vont bientôt nous rejoindre sur scène pour la participation à la table ronde. Donc avec David Gréau qui sera l'animateur et qui est en fait le directeur général d'Enerplan, Simon Ducasse, le directeur général d'Atlanson, Franck Becker, le directeur général délégué de l'ADIRA, Cécile Cantrel, directrice générale du groupe Alpa Group, Jean Dalian, directeur général, il y a beaucoup de directeurs généraux, directeur général de Sopra Solar, Katharina, qui, au pied levé, parce que Guillaume Christmann, le vice-président de l'Ordre des Archis, a, en tout cas, un souci de santé au niveau de sa famille et a annulé sa présence à midi. Et donc merci Katharina de nous reprendre, donc on va gérer le stress, ça va aller. Et puis merci aussi à Monsieur Dill pour la participation, représentant de l'entreprise Ager. Donc juste avant de commencer cette table ronde, il était important aussi pour nous de vous présenter Envirobat et Cap à l'Est pour vous parler en fait de l'essence même de nos deux structures, associations, qui œuvrent dans le domaine solaire. Katharina. Bonjour, bienvenue, Katharina Brockstedt, je suis la coordinatrice de la partie alsacienne d'Envirobat Grand Est. Voilà, merci. Nous sommes un centre de ressources qui s'adresse aux professionnels du bâtiment, mais aussi aux maîtres d'ouvrage professionnels, pour promouvoir les thématiques du bâtiment durable. Alors, on est financé par Climaction, ADEME et la région, et aussi, dans notre cas à Strasbourg, à l'INSA. On fait partie de l'INSA. Alors, on a comme axe de travail l'animation des réseaux professionnels. On fait beaucoup de conférences, très souvent aussi avec des partenaires. Et là, je suis ravie aujourd'hui de faire le partenariat avec Cap à l'Est. On a un observatoire des projets et des acteurs intéressants dans le Grand Est. Et on essaye de montrer le plus de bâtiments durables dans la formation initiale et continue. Alors, on fait un prix bâtiment durable avec lequel vous pourrez promouvoir vos bâtiments que vous avez bien faits.
On a un annual professionnel, on a toutes nos conférences sont sur notre chaîne YouTube Envirobat Grand Est. Celle-ci, vous allez trouver, grâce à Elodie, sur notre chaîne. Et vous pourrez avoir aussi tous les podcasts sur SoundCloud. Il y a un deuxième slide. Il y avait un deuxième slide avec les événements qui viennent. Ce n'est pas grave, il viendra. Alors, on verra le deuxième slide à la fin de mes présentations, je crois. Pour continuer, alors M. Herzog l'a bien signalé, en fait c'est en 2019 qu'il y a eu une impulsion de la part de la CCI et également de la région Grand Est, que je remercie et que j'excuse parce que les élus ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Donc l'idée c'était de se réunir et de voir comment on peut, toutes les entreprises dans le solaire, fabricants, bureaux d'études, installateurs, travailler ensemble, créer des synergies et faire en sorte qu'on ait des retombées économiques et sociales sur notre territoire. Et ça a commencé avec des speed dating, une visite d'usine Voltec qui était aussi à l'initiative. Et ensuite, on a fait un premier salon de manière informelle, organisé par la CCI, c'était à Colmar, déjà à destination des industriels. On avait 120 personnes qui étaient venues participer. On a ensuite lancé encore de manière informelle toute une session de formation. Voilà, une chose importante pour nous dans le métier solaire, c'est pour avoir des installations qui soient de qualité, il faut qu'on ait des personnes qui soient formées avec des bonnes bases pour réaliser les installations. Et on sent en mars 2021 que le collectif est passé maintenant en association formalisée Cap à l'Est. Nos objectifs, on ne va pas tout balayer, mais c'est vraiment de faire la promotion du solaire sur le territoire, de réunir, chose importante, réunir comme on le fait aujourd'hui, fédérer les différentes actions pour qu'on puisse tous se connaître, échanger et avoir des retours d'expérience, comme vous le verrez tout à l'heure sur la table ronde, qui vont nous aider et vous accompagner dans le développement de projets, de mettre aussi en commun finalement tout ce qu'on apprend ensemble pour dynamiser la structure. Ce qui est important, c'est pour nous, c'est de rendre finalement la filière visible par ses membres, par tous les moyens, communication, et puis par la création d'événements comme on le fait aujourd'hui. Et de faire en sorte d'œuvrer avec d'autres associations ou des syndicats professionnels comme Enerplan ou le GMPV pour qu'on puisse parler d'une seule et même voix aux instances locales, aux instances nationales et même européennes. La feuille de route de Cap à l'Est sur 2022-2023 s'est déclinée vraiment en orientation stratégique et objectifs opérationnels. Orientation stratégique, la première, c'était développer les compétences et savoir-faire qu'on transforme de la manière suivante, c'est avec de l'information, la sensibilisation et, je le répète, en tout cas, accompagner la formation. La deuxième orientation, c'est stimuler le marché du solaire sur tout le territoire. Donc là, en objectif opérationnel, c'est de renforcer les partenariats, comme on le fait avec Atlansun, un autre cluster, association qui est dans le Grand Ouest, Aura Digital Solaire, qui est situé dans la région lyonnaise, GMPV et Enerplan. Et renforcer les échanges avec les collectivités, le monde industriel et champ d'agriculture. La troisième orientation stratégique, c'est de pouvoir développer les solutions solaires de demain, faire émerger des nouveaux modèles, on en parlera peut-être sur la table ronde, qui va être l'autoconsommation, la PPA, en français, pour faire simple, c'est la vente de gré à gré, et de travailler sur tout ce qu'on appelle les gouvernances citoyennes. Et tout ça en conduisant une veille technologique et influencer le cadre juridique qui évolue assez souvent, mais qui est important pour nous, qu'on puisse participer et communiquer au fait notre voix à ce niveau-là. Notre gouvernance, donc on a un conseil d'administration avec, je compte 8 personnes, dont font partie Christine et Benjamin Godefroy de la région et de la CCI. On est un peu plus, on est 28 membres aujourd'hui, on va se développer avec la Lorraine dès le début de l'année prochaine. On va passer rapidement à 50 membres et l'idée c'est d'aller sur toute la région Grand Est avec la Champagne également.
L'association elle a pour but, en tout cas, d'être dans des actions concrètes, comme des événements comme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà réalisé depuis le démarrage? C'est 2 sessions de formation. La 3e va démarrer courant du mois de mars, qui permet de former sur chaque session une dizaine de personnes qui sont en reconversion ou en recherche de travail. Et puis d'organiser des salons, conférences et des tables rondes, comme on a pu le faire avec les élus du Bas-Rhin, les élus du Haut-Rhin, et là, cette fois-ci, la 2e fois, avec vous au sein du monde industriel. Voilà, en images, quelques photos. Pour continuer sur ce propos et parler vraiment là du photovoltaïque, c'était pour revenir sur des choses plutôt basiques, mais qui vont nous permettre de bien intégrer ensuite ce qui va se dérouler sur la table ronde. Le photovoltaïque, c'est quoi? C'est pas juste un module un panneau solaire, pardon, mais c'est un panneau plus un système de montage qui doit être adapté au bâtiment et des onduleurs. Ça a toute son importance, on en parlera dans la partie qualité au niveau de la table ronde. Les questions qui reviennent tout le temps, en fait, à chaque rendez-vous que j'ai, c'est oui, mais des modules, il y a des terres rares. En fait, non, il n'y a pas de terres rares dans les modules. En tout cas, c'est pour sûr, sur ceux qui sont fabriqués chez Voltec. Un module, c'est 80% de verre, 10% d'aluminium, 5% de semi-conducteurs et un film plastique à l'arrière qui assure l'étanchéité. Est-ce que ça se recycle? C'est des questions qui reviennent tout le temps. Également, oui, ça se recycle à plus de 95%. Il faut savoir qu'en France, on a la filière qui est certainement la plus avancée au niveau européen, avec une usine à Rousset, près d'Aix-en-Provence, et une autre près de Bordeaux. Quels sont les enseignements, ou en tout cas les étapes incontournables pour la bonne réalisation d'un projet? C'est de faire une étude de faisabilité technique et financière, mais avant ça, il y a aussi l'étude structure de chacun de vos bâtiments. Ce qui va permettre au bureau d'études, aux installateurs de faire ensuite le dimensionnement, d'anticiper le positionnement des onduleurs. Donc là, chose importante, c'est quand on développe un projet, il faut rapidement se mettre en lien avec les assureurs pour avoir leurs recommandations. Et eux vont pouvoir nous donner des informations s'ils les veulent en toiture, s'ils les veulent dans un local technique. Voilà. Et ça, c'est vraiment une base, parce que sinon, on va travailler des mois pour finalement revenir en arrière. Et là, l'assureur va dire, non, là, ça ne va pas être possible, on va revoir le projet. Donc, pensez vraiment à vite rentrer en contact avec votre assurance pour faire ces points-là. Ensuite, il y a la partie de l'optimisation, l'optimiser la consommation électrique en fonction de la production, la réalisation et bien sûr le raccordement. Et chose importante, ça va être le suivi, l'entretien et la maintenance. Voilà, il est important de faire un entretien et d'avoir une maintenance annuelle. Ça va être aussi une exigence de votre assureur. Et il y a aussi des étapes administratives, avec un montage juridique, suivant le modèle économique, une déclaration aux urbanismes, soit une déclaration préalable de travaux, ou bien une demande de permis de construire dès qu'on est sur un bâtiment neuf, ou bien une centrale en ombrière de parking qui dépasserait les 250 kg. Ensuite, il y a la partie demande de raccordement et les contrats d'achat. Et une fois que tout ça est installé, là, il y a du contrôle avec le consuel et un contrôle technique qui sera effectué. Voilà pour les étapes importantes et incontournables de développement de projets photovoltaïques. Et là, je repasse la main à Katharina. Merci, Michael. Si vous voulez voir les enseignements de l'AQC, il y a des 12 enseignements sur le photovoltaïque sur le site de l'agence qualité construction. C'est Yassine Benzanari, mon collègue qui avait travaillé autrefois sur ce projet. Alors, juste pour un peu plus aussi expliquer les conférences qu'on fait, ce qui vient là comme événement, c'est le 12, la semaine prochaine, le 12 décembre, qui est Système pour une rénovation performante. Le 8-12, semaine prochaine aussi, c'est une visite qu'on organise à Buttersholz, un territoire
un TEPCV, un territoire à énergie positive, avec monsieur le maire qui explique sa démarche, très intéressante. L'année prochaine, on va travailler sur des retours d'expérience qu'on a fait sur l'intégration des risques climatiques dans la rénovation. C'est une étude qu'on fait pour le compte de la mission risques naturels et de l'agence qualité construction. On va parler beaucoup des rénovations environnementales et humidité dans les parois, les bases en fait. On va parler de peinture enduit, peinture de façade avec biocides qui posent des grands problèmes pour la nature, pour l'eau, pour les plantes. On va bien évidemment parler RE 2020. On a beaucoup de conférences, on a déjà beaucoup travaillé là-dessus. Vous trouvez tout ça sur YouTube. Et on va faire le bilan carbone des rénovations et on va visiter. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, LinkedIn, Facebook et vous inscrire dans notre mailing list, soit en signant en bas dans la feuille d'émargement en mettant la croix au bon endroit, ou sinon nous adresser un mail. Merci. Merci Katharina. Donc maintenant on va passer enfin à la table ronde. Donc je vous invite, Cécile, Simon, Franck, Katharina, Jean et Pascal à venir nous rejoindre. Merci. Bien. Bonjour à tous. Je suis ravi, chaque fois que je viens en Alsace, que je suis invité par Cap à l'Est. Là, je vais avoir un rôle un peu reposant. Je suis David Caveau, je suis délégué général d'Enerplan, syndicat des professionnels du solaire. Et je vais avoir un rôle un peu reposant parce que je vais faire le rôle de passeur de micro. Donc, c'est plutôt sympathique. Mais je disais, chaque fois que je suis invité par Cap à l'Est en Alsace, la salle est pleine. Et à chaque fois, le solaire est un sujet qui vous attire beaucoup, et j'en suis très content, parce que rien n'est plus désespérant que de parler devant une salle vide. Donc voilà, et je suis très content aussi d'avoir un beau panel aujourd'hui qui a été présenté, je ne vais pas le représenter, mais qui a été présenté par Michael à l'instant, qui va justement vous faire un panorama un peu exhaustif du solaire. Alors, on a compris que la question c'était est-ce que ça vaut le coup de mettre du solaire sur votre bâtiment et de consommer votre électricité. Aujourd'hui, je crois que la réponse a été apportée dès le début en disant oui. Maintenant, il faut qu'on dise, une fois qu'on a dit oui, il faut qu'on dise comment on le fait, que ce soit techniquement, que ce soit économiquement. Et il faut qu'on ait du retour d'expérience pour savoir si ça fonctionne effectivement dans les faits. Moi je rappellerai juste un petit point en démarrage, c'est un point qui m'est remonté d'une conférence un peu organisée sur celle-ci, qui était une conférence internationale où on a tendance en France à se dire le solaire c'est bien mais ça marche au sud. Et c'était une conférence internationale et il y avait des Français, des Belges et des Néerlandais. Et les Belges disaient « Ah mais le solaire c'est vachement bien, mais ça marche au sud de la Belgique, ça marche pas au nord. » Et les Néerlandais disaient « Ah bah oui mais non, mais le solaire c'est super, mais ça marche au sud de la Hollande, ça marche pas au nord. » Et donc on a tous notre sud et notre nord, et globalement on sait que du soleil il y en a partout sur le territoire métropolitain français, encore plus sur le territoire des Outre-mer, et qu'aujourd'hui, en Alsace comme ailleurs, il y a un intérêt certain à développer du solaire. Ça, c'était le premier message que je voulais passer, et je vais tout de suite, sans plus attendre, parce que j'aurai un rôle aussi
qui est beaucoup moins sympa, qui est celui d'être le gardien du temps, hein, pour éviter qu'on dérape de trop. Donc je vais commencer par m'astreindre moi à éviter de déraper trop, et donner tout de suite la parole à Franck Becker pour entamer les échanges pour 7 minutes. On va essayer de tenir. Bonjour à tous, effectivement je suis Franck Becker, directeur général délégué de la DIRA, l'Agence de développement d'Alsace, et mon rôle n'est pas du tout, pendant quelques minutes, de planter des détails techniques sur le solaire, mais de planter un peu le décor sur la situation économique alsacienne. Alors, tout est un peu une question de perception. Au niveau de la DIRA, notre cœur de cible reste les grands et moyens comptes, donc il y a peut-être des choses un peu dissonantes sans que vous soyez artisan, commerçant ou TPE, mais cette analyse, elle est non exhaustive, elle est constante dans le temps, puisque ça fait 72 ans que nous avons les mêmes indicateurs. Et la question est donc de savoir si le verre aujourd'hui économique est à moitié vide ou à moitié plein, et comme en Alsace on va plutôt parler de chope de bière, je dirais que la chope de bière est pleine. Quand on regarde un peu la situation en 2021-2022, on se rend compte que grâce à la capacité de résilience, votre capacité de résilience, c'est des entreprises, grâce à la diversité du tissu économique et grâce aussi aux efforts de l'État et des collectivités locales, nous avons vécu au niveau de la DIRA, qui est un petit miroir de la situation économique alsacienne, une année 2021 et 2022 assez exceptionnelle. Là, vous voyez, sur 2021, nous avons de la chance d'accompagner plus d'1,7 milliard d'euros d'investissement. On a battu un record de nombre de projets. 2022 va se situer sur les mêmes montants, entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros. Donc, on voit que la situation économique tient, et on voit aussi qu'il y a une recrudescence qui est un peu nouveau depuis quelques années de projets d'implantation. Vous avez vu que les DNA, on en parlait ce matin d'un projet que j'ai eu la chance d'accompagner sur la Friche Knorr. On a comme ça des projets exogènes qui reviennent d'entreprises étrangères, ou même des projets de relocalisation d'entreprises endogènes, d'entreprises déjà implantées qui relocalisent en Alsace des productions qui étaient faites à l'étranger. Vous avez quelques exemples là. On reste une région qui est fortement industrielle et internationale, et souvent les projets sont ce qu'on appelle en concurrence intra-groupe. On sait qu'il y a des investissements qui vont être faits, mais le but c'est que les investissements se réalisent en Alsace plutôt qu'aux États-Unis, en Chine, en Amérique du Sud ou autre part en Europe. Mais on se rend aussi compte que la perception et l'acceptance des projets a changé. La population veut des projets, veut des emplois, mais veut pas de nuisance. On veut pas d'entreprise éco à côté de chez soi, on veut pas de camions. Et il y a aussi un problème qui vous touche aussi vous sur le photovoltaïque. L'espace devient rare, et notamment avec la nouvelle réglementation ZAN, zéro artificialisation nette, faite dans les années qui viennent, il va être très difficile de trouver des terrains pour implanter des entreprises. Et l'Alsace étant une petite région, on a cette contrainte en tête, et vous devez aussi l'avoir quand vous avez des projets photovoltaïques. Alors, quelles sont un peu les perspectives? Parce que l'on parle du passé, quel est un peu le futur? Je vais vous dire qu'en tant qu'économiste ou de praticien de l'entreprise, c'est un moment un peu curieux, parce que la macroéconomie défie la microéconomie. Quand vous regardez le PIB, depuis 2019, il joue aux montagnes russes. En 2020, on a perdu près de 8% de PIB. En 2021, je fais court, on a gagné en gros 7%, et en 2022, on va gagner entre 2 et 2,5%. Ça fait que si on prend une base 100 en 2019, on n'a pas créé de valeur. On est en gros à 0,8% d'augmentation du PIB. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a une surchauffe globale de l'économie. D'abord, on a beaucoup de projets, comme vous le voyez. Il y a beaucoup de cash qui est arrivé sur le marché. Beaucoup de grandes entreprises ont cette chance d'avoir une trésorerie assez pléthorique, ce qui oblige ou contraint un peu à faire des projets qu'on n'aurait peut-être pas fait avant. C'est peut-être une explication. Parce que notamment dans les grandes entreprises, avoir du cash de côté, c'est tout ce qu'on déteste, parce que les actionnaires vont réclamer un dividende plus élevé, ou alors on rachète des actions, ce qui est un peu le niveau zéro du développement économique. Donc il y a cette proportion à investir dans des capacités de production, mais investir aussi peut-être dans des projets qui avaient moins de rentabilité avant. On parlait du photovoltaïque notamment. Je me souviens, une quinzaine d'années, la plupart des entreprises que je suivais ne voulaient pas investir dedans, parce qu'elles trouvaient que les ROI étaient relativement longs. Là, les ROI sont plus courts, on va y revenir à cause de la crise énergétique, mais même de façon indépendante, comme il y a ce niveau de cash, on peut peut-être se permettre d'aller dans des projets sur lesquels on n'allait pas avant. La deuxième chose qui est absolument incroyable, dans une économie qui pourtant macroéconomiquement n'augmente pas, mais microéconomiquement surchauffe, c'est cette pénurie. S'il y a un mot qui a été le mot central en 2021-2022, c'est pénurie. On manque de tout. On manque de matières premières, de composants, on manque de conteneurs. Il n'y a plus aucune chose qui est à disposition aujourd'hui.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas victime du syndrome du papier toilette? On n'a jamais manqué de papier toilette durant la crise, pourtant les rayons étaient vides. On vit, c'est mon analyse, et c'est ce que quelques chefs d'entreprise me disent, ils ont du mal à expliquer pourquoi leur carnet de commandes est aussi fourni. Et une explication est peut-être liée à cette pénurie, c'est comme on a peur de manquer, c'est pas le prix qui compte, au lieu d'acheter 100, on va acheter 300. Ce qui provoque cet effet un peu lasso, comme on dit en anglais, bully, c'est-à-dire qu'à force de surcommander, le marché s'échauffe, et c'est pas la demande qui tire certaines entreprises, c'est cette peur de manquer qui tire sur la chaîne de valeur. Et ça, ce marché qui se retourne, c'est peut-être l'une des principales peurs qu'on peut avoir pour les années qui viennent. La deuxième peur qu'on ne comprend pas, et à laquelle vous faites aussi face, c'est les RH. Le DAF est devenu la personne centrale de l'entreprise, enfin le RH, pardon, est devenu la personne centrale de l'entreprise après le DAF durant la crise financière. On a un taux de chômage qui est relativement bas en Alsace, on peut considérer que 6,5 c'est bas. Ici, sur la zone d'emploi, on est en dessous de 5, donc on a du mal à trouver. Et pourtant, il y a encore des personnes au chômage et on a du mal à trouver. Donc, les salariés sont devenus une denrée rare et on ne sait pas où ils sont, on va être honnête. Beaucoup de chefs d'entreprise me disent « Franck, je veux recruter, où sont tous les salariés ?» Moi, je ne vais pas leur répondre en tout cas. Si vous avez la réponse, je suis preneur. On a vu qu'un autre slide, alors je ne vais pas rentrer trop technique, c'est l'activité partielle. Alors, ce n'est pas une échelle logarithmique, mais ça devrait l'être. C'est ce qu'on appelle le chômage technique. Vous voyez qu'en 2021, les nombres d'heures qui ont été à la fois réclamées et utilisées sont extrêmement élevés. Ça montre juste qu'il n'y a pas de confiance des dirigeants dans le futur. Pour les spécialistes, en bleu clair, vous voyez le nombre d'heures réclamées que vous demandez, que vous sollicitez en activité partielle, et en bleu foncé, le nombre d'heures que vous utilisez. C'est juste un slide qui montre la confiance que les chefs d'entreprise ont dans le futur. Et pour l'instant, quand vous réclamez de l'activité partielle, c'est que vous avez un fort doute sur votre activité future, même si sur 2022, les chiffres devraient un peu se normaliser. Les défaillances d'entreprise, c'est pareil. On pourrait croire que c'est une très très bonne nouvelle que le nombre de défaillances soit en baisse de 45% par rapport à 2020. C'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'il y a des entreprises qui sont aujourd'hui un peu en mort clinique, qui n'ont pas payé leur USAF depuis longtemps, qui ont des PGE, qui, à partir du moment où elles devront rembourser ces passifs, se déclareront en liquidation judiciaire et qu'il fausse un peu le marché. Quand vous savez que vous allez mourir, vous provoquez des prix par rapport à d'autres qui sont très bas et vous mettez aussi dans la difficulté des concurrents qui sont une bonus. Et on voit aussi que le nombre de restructurations a baissé en nombre, même si, vous le savez, dans le coin, dans la région, on a vécu quelques douleurs, que ce soit avec Delpierre, avec Nord, avec Aptis. Donc il y a des dossiers qui restent symboliques, mais globalement, il y a ces entreprises zombies qui subsistent, et on ne sait pas encore quand elles rejoindront leur dernière demeure. Et sur les deux derniers slides, qui vous concernent encore plus directement, c'est ce problème inflationniste. Ce problème inflationniste, on le voit très simplement venir, et ce qui explique ma théorie, enfin la théorie dans les économistes, c'est qu'à partir du moment où vous injectez sur le marché beaucoup de liquidités et où le PIB n'augmente pas, il n'y a que les prix qui peuvent augmenter. Et donc on est parti certainement pour plusieurs années d'inflation relativement forte, avec en corollaire une augmentation des taux d'intérêt qui vont être mis en place par les banques centrales. C'est la macroéconomie, mais qui va se vérifier à votre niveau. C'est quand vous allez à la banque, les taux d'intérêt vont augmenter. Donc vos projets vont aussi être calculés de manière un peu différente. Et enfin, ce fameux mur énergétique, et je vais terminer là-dessus. Il est clair que depuis quelques mois, je vois des entreprises qui voient leur coût énergétique multiplié par 10, par 15, par 18. Quand on passe de 50 € du mégawattheure à 800, pour certaines entreprises, les PME, les ETI, c'est quasiment ingérable. Pour les grandes entreprises, c'est un peu plus facile, entre guillemets, ou faisable, parce qu'elles ont ce niveau de cash de côté. Pour autant, on voit que certaines entreprises, il y a une dizaine d'années, ont déjà pris ce tournant-là de la décarbonation et des investissements dans les énergies renouvelables. Parce qu'elles voyaient au-delà du retour sur investissement que le fait d'investir dans des énergies renouvelables allait avoir un impact pour leur futur proche, d'être indépendant d'un point de vue financier, mais voyaient aussi qu'investir à un moment donné dans les énergies renouvelables, et notamment les photovoltaïques, provoquait un effet d'image. Donc on a ce double système qui arrive maintenant, c'est qu'il n'y a plus d'excuses pour ne pas investir dans les énergies renouvelables parce que la RSE, l'image, se combine maintenant à la nécessité de gagner en compétitivité, en productivité pour faire face à votre PNL. Donc je terminerai là-dessus. La situation pour l'instant est bonne, je ne veux surtout pas vous déprimer, mais pour autant on sait qu'en tant qu'entreprise, vous ne pourrez pas agir sur les marchés,
Vous ne pourrez pas agir sur l'inflation. Donc la seule manière de vous prévenir pour le futur, pour être bon, pour être bien positionné, c'est d'apte à répondre aux défis énergétiques. Et j'espère que vous apporterez quelques réponses très concrètes sur le photovoltaïque. Merci à vous. On va essayer effectivement, après ce panorama de l'économie macro et locale et de la situation économique des entreprises sur le bassin alsacien, on va suivre la courbe du soleil, on va aller à l'ouest avec Simon pour un panorama plutôt sur le photovoltaïque. Je vais te passer le micro. La zapette. Je ne suis pas magicien non plus. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Simon Ducat, je suis délégué général d'Atlansen. Atlansen, c'est l'équivalent de Cap à l'Est, mais à l'Ouest. Donc, c'est pas Cap à l'Ouest, hein, c'est Atlansen. On est juste un petit peu plus ancien. L'initiative a été créée en 2012, donc on est un petit peu plus gros. On a 220 membres, avec une spécificité d'avoir à la fois entreprises et collectivités, parce que la vision qu'on portait de l'énergie, c'est de se dire que l'énergie, c'est pas le sujet soit des entreprises, soit des territoires, c'est le sujet de tout le monde. Et là, la situation, on s'en rend compte aujourd'hui, hein, quand on voit qu'il faut que l'État fasse des amortisseurs électricité pour la survie du DevEco, des entreprises, des gens qui disent qui séparaient l'énergie d'un côté, la transition énergétique, les ENR et les entreprises de l'autre. Ils se sont trompés, clairement ils se sont trompés, et aujourd'hui ceux qui ne voulaient pas regarder ça se prennent le mur un peu fort. Juste sur le mur énergétique, hein, ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que le mur il a toujours été là, on pensait qu'il était très loin, qu'il était en 2030, 2035, et la crise elle a juste fait un truc, hein, elle a rapproché le mur. Voilà, il ne faut pas oublier ça, hein, ça allait arriver, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Bon, c'est vrai que quand ça arrive trop vite, il faut s'adapter, et le gros point positif de la crise énergétique actuelle, c'est que maintenant, il n'y a pas une édition de la Tribune ou des Échos, il n'y a pas le mot énergie dedans. Et nous, ça fait 10 ans qu'on attendait ça. Alors c'est un peu dur pour certains d'entre vous, le concept, mais au moins c'est une saine difficulté. Bon, juste, nous, on fait la même chose que Cap à l'Est, hein, on a la même feuille de route. On l'avait avant, hein, après. Mais voilà, de toute façon, l'objectif, c'est d'avancer sur tous les sujets et de se dire, nous, c'est quelque chose qu'on a apporté depuis longtemps, c'est qu'un projet solaire, ça crée de la valeur. Et la valeur, il faut qu'on la partage sainement entre les différentes parties prenantes. Si c'est le banquier, si c'est l'entreprise, si c'est le territoire qui capte trop de part de la valeur, le projet, il n'est pas durable, on fait un coup. Et à la fin, c'est pas comme ça qu'on développe des structures sereines. Alors, je vais comparer un petit peu, on m'a demandé en quelques minutes de parler du marché du solaire. C'est dur, mais mon gardien du temps qui va m'aider, mais je vais comparer un peu d'énergie. Vous voyez tous, vous connaissez tout ce graphique. Je ne prends pas dans le détail, mais c'est le prix des marchés de gros d'électricité. La traduction, c'est le bel facture de votre facture d'électricité. Il faudra enlever le gros pic au milieu, là, il est exceptionnel, mais si on regarde un peu la tendance, en gros, ça augmente. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que la seule certitude sur 2023, 2024, 2025, c'est qu'il y a de l'incertitude. En gros, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Et je pense, je ne suis pas chef d'entreprise, mais un chef d'entreprise qui ne sait pas ce qui va se passer, ça ne lui plaît pas. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule façon de se désensibiliser au marché de l'électricité, et je dis bien désensibiliser. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'affranchir des marchés, vous allez rester soumis au marché de l'électricité, mais l'objectif et la force du photovoltaïque, c'est que vous allez pouvoir vous en désensibiliser. En gros, vous allez réduire votre couverture de risque, et donc quand vous réduisez votre risque, vous réduisez vos coûts associés. Et il y a un truc qui est sûr, c'est cette ligne-là. Voilà, cette ligne-là. Ça, c'est le coût de production du photovoltaïque. Alors les puristes de la salle vont hurler parce que je mets un coup du photovoltaïque et je mets un trait. C'est pas grave, moi j'assume. Moi je dis que le photovoltaïque, ça coûte 100 € du mégawattheure. Voilà. Il y en a plus, il y en a moins, mais au moins en ordre de grandeur. On est tranquille. Il faut juste voir l'écart que vous avez. Alors avant on était en dessous, maintenant on était au-dessus. Il fallait les mécanismes de soutien et les faire revenir. Maintenant on est en dessous. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous produisez du solaire, quels que soient les mécanismes de soutien, quel que soit l'investisseur, quelle que soit l'autoconsommation, tous les termes techniques, vous êtes en dessous des coûts du marché. Voilà.
C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et du coup, vous vous désensibilisez. Donc, quand vous avez la courbe, normalement elle est jaune, mais quand vous avez la courbe jaune qui est en dessous des courbes bleues, vous vous désensibilisez, et quand vous êtes au-dessus, il faut que l'État vous soutienne. En gros, les gens qui disent que les ENR, ça c'est valable pour toutes les énergies renouvelables aujourd'hui, les ENR ça coûte cher, ça coûtait cher, ça coûte plus cher, et ça permet aux acteurs de se désensibiliser. Je te les envoie, Jean. C'est bien, ça sera plus fort. Alors, c'est un petit peu compliqué comme graphe, mais vous allez voir, c'est super facile, c'est l'histoire. Ouais, tu peux l'apprendre. C'est l'histoire du photovoltaïque et des 3 mondes du photovoltaïque. En gros, quand on était avec des coûts du photovoltaïque qui étaient au-dessus des coûts du marché, il n'y avait aucune raison économique de faire du photovoltaïque. D'accord ? Mais par contre, il fallait le développer pour les aspects climat et les aspects sécurité énergétique. Et du coup, les États d'ailleurs, le nôtre et tous les États dans le monde ont dit « Ok, d'accord, je fais un mécanisme de soutien, j'aide les acteurs qui investissent. » Et donc, voilà, j'achetais de l'énergie, j'avais un seul modèle économique, c'était super simple, j'investis, je vends à l'État, et puis je rentabilise mon investissement. Ça, c'était, je vais dire, la période bénie, mais en fait non, mais c'était la période la plus simple du photovoltaïque. Les coûts de production ont baissé, en gros, il ne faut pas oublier, le prix des modules a été divisé en 10 ans. D'accord ? Donc les produits voltaïques, il y a 10 ans, ils coûtaient 10 fois plus cher. Donc prenez vos carnets de commandes et regardez si vos tarifs, et si vous avez dû les baisser par 10 en 10 ans, c'est quand même dur comme industrie. Donc ça a baissé, voilà, ça a baissé, c'est la courbe là, la courbe rose qui baisse, et il y a la courbe bleue du prix de l'électricité. Alors c'est une image, hein, je n'ai pas les gros pics qui arrivent. Et ici, à un moment, elles se sont croisées. Alors pourquoi c'est des bandes ? Parce que si vous êtes gros consommateur, petit consommateur, ou si vous faites des grandes centrales ou des petites centrales, le coût de l'électricité change. Et donc dans les années 2018, 2017, alors d'abord dans le sud de l'Espagne, et puis après dans le nord de la Belgique, en fonction des coûts de production, mais on a atteint la parité réseau. Et la parité réseau, c'est quoi ? C'est le moment où le coût de production du photovoltaïque coûtait le même prix que le coût d'achat d'électricité. Et du coup, au lieu d'avoir une seule solution simple pour faire du photovoltaïque de vendre à l'État, vous avez 2 solutions. C'était soit je consomme ce que je produis, soit je vends à l'État, ou soit je fais les deux. Et donc du coup, on avait 2 solutions. D'accord ? Et donc c'était super intéressant, voilà, on consommait, on se protégeait. Et en 2022, on a mis une 3e solution, parce que c'est une 3e couche en plus, c'est de se dire, mais si je produis, et vu que mon voisin achète son électricité chère, si au lieu de la vendre à l'État, je le vendais à mon voisin. Et aujourd'hui, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire, si je vends à mon voisin, moi, je gagne plus que si je vends à l'État, et mon voisin, il achète moins cher que s'il achetait à son fournisseur. Donc en gros, tout le monde y gagne. Alors tout le monde n'y gagne pas, il y a un acteur qui perd, c'est l'État, parce que l'État, qu'est-ce qu'il fait ? Il va racheter l'électricité à un prix pas cher, 110 € du mégawattheure, il vendait sur les marchés à 300, 400, d'accord ? Lui, il était content. Mais en même temps, vous étiez content aussi parce que vous avez une garantie. Donc, on parlait de risque économique tout à l'heure, du coup, il n'y avait aucun risque économique. Vous pouvez aller voir votre banquier tranquillement en disant moi, je produis à 100, je vends à 110 à l'État, c'est tranquille. Et aujourd'hui, vous pouvez dire moi, je vends mon voisin à 150, et si jamais mon voisin il part en vacances, il n'a pas envie, il n'est pas content, je le revends à l'État. Donc, on est sur des modèles économiques super intéressants, super pertinents, parce que garantis par l'État. Et si on fait ça de manière intelligente, ensemble et collectivement, eh ben, vous allez pouvoir bénéficier d'un mécanisme de soutien de l'État, mais sans jamais l'activer. En gros, vous allez juste aller voir votre banquier pour avoir un taux d'intérêt pas cher, parce qu'il n'y a pas de risque, et vous allez pouvoir avoir un modèle économique qui est super simple. Et en plus, les banquiers, ils ont vraiment envie de... Bon, on en parlera. Mais voilà, et ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que c'est pas... Alors j'ai mis et où en fonction de ce que vous voulez faire, mais on peut empiler les 3 solutions. Donc vous pouvez faire vraiment plein de choses de manière très intéressante. Alors on m'a demandé un petit peu, je vais vous abreuver le chiffre, parce que sinon on en a pour des heures, c'est ma dernière slide. Non, mais je voulais juste vous montrer ce graphe-là, c'est juste la répartition des tranches de puissance. En gros, alors on ne voit pas très bien les couleurs, mais ici c'est les petites centrales, donc un peu on va dire les particuliers, et là c'est les gros, les industriels. Je caricature, mais c'est un peu le principe. Donc en gros, on est passé en 2 ans de 350 à pratiquement 700, on a fait x2. Donc c'est les chiffres du Grand Est, je n'ai pas les chiffres de l'Alsace, Enedis ne nous a pas fourni. Mais on est surtout passé de 33 à 23 et de 23 à 41.
Ça veut dire qu'en gros, la part du photovoltaïque des entreprises, des particuliers, s'est baissée, a perdu 10%, et celle des entreprises a largement augmenté. En gros, ça veut dire que voilà, le photovoltaïque, c'est plus le sujet des particuliers démultipliés, ça va être le sujet des entreprises, des grosses centrales, pour adoucer et appuyer les outils industriels du territoire. Voilà, c'est bon, j'ai terminé. Merci Simon. Un petit chiffre macro, enfin deux petits chiffres macro pour illustrer ce que Simon disait sur le fait que les énergies renouvelables aujourd'hui rapportent à l'État. Le bouclier tarifaire que l'État a mis en place, c'est 40 milliards d'euros, donc à destination des particuliers et des entreprises. Ce que rapportent les énergies renouvelables sur 2022-2023, chiffré par la Commission de régulation de l'énergie, c'est plus de 30 milliards d'euros. Donc il y a les 3/4 du bouclier tarifaire qui sont assumés par le fait que une partie, comme tu l'expliquais, de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération qui est donné à l'État vient abonder le bouclier tarifaire. Donc ça accroît le fait que les renouvelables sont un amortisseur de la crise. Encore plus, y compris au niveau macro, comme au niveau de l'entreprise, comme on a pu le voir et comme on va continuer à le voir. Et je remercie beaucoup Katharina Brogstedt d'avoir au pied levé préparé une petite intervention pour remplacer Guillaume Christmann qui n'a pas pu se rendre disponible comme ça a été dit tout à l'heure et qui va du coup insister plus sur la qualité, sur l'intégration paysagère des outils de production solaire avec un point de vue d'architecte et un point de vue qui est aussi celui d'Envirobat et donc de l'appréhension globale du bâtiment dans son environnement et pas uniquement de la centrale solaire. Merci. Oui, c'est tombé sur moi parce que je suis accessoirement architecte et à l'ordre. Du coup, quand Michael s'est adressé à moi, j'étais ravie, comme dit, parce que pour moi, pour l'intégration paysagère, les grandes toitures des entreprises, c'est le bonheur. En fait, c'est parfait. C'est beaucoup plus facile que les maisons individuelles, le cadre qui tombe dans les zones protégées ABF, Architecture de bâtiments de France. Du coup, parfait, c'est génial. Mais il y a quelques règles, je vais en parler au niveau de l'intégration paysager et je vous tiens à cœur, là c'est aussi mon rôle, unissez-vous vers l'architecte pour l'intégration sur vos toitures, sur vos façades, sur vos parkings, ça vaut de la peine. L'architecture c'est vraiment l'intégration paysager, c'est important si on ne veut pas avoir un contre-mouvement photovoltaïque. Après, vous pouvez l'utiliser, comme vous avez parlé déjà, pour faire une bonne image de l'entreprise. Ça c'est les deux versants. Tout d'abord, il faut réduire les consommations. Si je peux dire quelque chose d'Envirobat, c'est la sobriété, c'est le mot clé. Et pour l'économie d'énergie, il faut faire les plus grands pas possibles. Bien dimensionné, Michael en a parlé, très important, et la mutualisation, M. Lucas en a parlé, pensez directement comment la production peut être utilisée à 100% du temps, quelque part. Où est-ce que je peux installer sur les bâtiments? Bien évidemment, tout de suite vient le toit, ça c'est le plus efficace très souvent. À partir de juillet l'année prochaine, il y a une obligation, si vous avez des bâtiments, des nouveaux bâtiments commerciaux à 6 ans industriels, au-delà de 500 mètres, en prise de sol, il faut mettre 30% de la toiture en photovoltaïque. Pas de choix. Et les nouveaux bureaux, c'est à partir de 1000 mètres carrés. Du coup, ça va vous concerner peut-être de toute façon si vous construisez en neuf. Si vous mettez du photovoltaïque sur des toitures plates, si vous ne voulez pas faire l'image de l'entreprise, mais il faut peut-être un peu plus être discret, ou vous êtes quand même dans un cadre ABF, il faut regarder, il faut rassembler le plus possible, plus mettre en retrait au milieu de la toiture,
il y a l'entretien qui a un vrai problème sur ces toitures et il y a un garde, parce qu'en fait avec les lignes de vie ça ne fonctionne pas, du coup les garde-corps inclinés sont une très bonne solution. Voilà. Pour les toitures en pente, c'est un peu plus compliqué, un peu plus visible. Alors, soit on peut prendre toute la surface de la toiture, ou on essaye de faire le calpinage et la couleur la plus adaptée. Mais vous avez bien vu à Voitech, quand c'est coloré, c'est moins de rentabilité. Mais bon, entre ne pas pouvoir mettre et mettre quelque chose avec moins de rentabilité, c'est peut-être encore une bonne question. Après, sur la façade, tout à fait faisable, mais effectivement moins productif et l'entretien peut être assez difficile. Il faut toujours réfléchir à ça. Et après, il y a, par exemple, si vous avez l'existant des grandes façades vitrées, vous pourrez mettre des films, bien moins productifs, mais quand même une bonne solution. Un grand sujet, c'est le grand parking. À partir, bon, là, ça va être un peu décalé dans le temps, la réglementation pour, mais à partir ou plus tard de 28, je crois, vous avez l'obligation sur les parkings au-delà de 2500 m² de mettre des ombrières photovoltaïques, et quand même sur la moitié de la surface. C'est pas rien, ça veut dire, voilà, vous avez des parkings peut-être pas mal, plus que de 2500 m², du coup, il faut déjà réfléchir comment vous allez faire. Je ne serais pas envirobate Grand Est si je ne parlerais pas de durabilité. Donc, durabilité et qualité, vrai, ça va vraiment de pair. On a vu tout à l'heure, Voitech fait des grands efforts sur la durabilité au niveau de sous-vide, au niveau de grêle. Il y a plein de choses qui sont faites pour. Le choix des panneaux est essentiel pour la durabilité. Après, il y a tout ce qui en fait, dans le document de l'AQC, il y a aussi, on parle de connectique, que les systèmes vont ensemble, qu'il n'y a pas de feu, qu'il y a des interrupteurs de feu, il y a tout ça qui fait une installation durable. Et je vous conseille vivement d'utiliser des installateurs qui savent faire. Ceux de Capalest. Voilà. Je ne vais pas le dire, mais bien sûr, c'est ceux des Capalest. Voilà, je vais faire court et je repasse la parole. Merci. Et effectivement, c'est un point sur lequel il faut insister. Les installateurs de Capalest, bien évidemment, mais à minima des installateurs qui sont agréés, qualifiés pour installer les panneaux solaires et le faire en toute sécurité. Et c'est aussi un point sur lequel on va insister dans la suite des échanges avec l'intervention de Jean Damian, qui est directeur de Sopra Solar et qui est aussi vice-président du GMPV, qui est le groupement des métiers du photovoltaïque de la Fédération française du bâtiment. Merci, bonjour à tous. Voilà. Donc effectivement, je suis directeur de Sopra Solar. On est la filiale solaire de Soprema, qui est un industriel qui fabrique des matériaux d'étanchéité, panneaux isolants et d'autres produits liés à l'enveloppe du bâtiment, dont le siège mondial est à Strasbourg. Et je suis aussi actif au niveau de la Fédération française du bâtiment pour essayer justement de promouvoir à l'échelle nationale ce que Capalest ou Atlanson font à l'échelle plus régionale. Donc, ce que je vais surtout... je vais parler d'un truc qui n'est pas très rigolo, c'est assurabilité et certification. Le photovoltaïque, on voit que pendant très longtemps, on était sur un marché subventionné, un marché où on avait l'habitude, entre acteurs du photovoltaïque, de dire qu'on courait avec des boulets au pied. Alors bon, ça ne nous a pas essoufflé, on a quand même insisté, et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une accélération extraordinaire
du fait de 3 leviers. Le premier levier, il est réglementaire. C'était un petit peu rappelé dans les éléments précédents, notamment au niveau sur la construction neuve, demain sur les parkings. Le solaire ne sera plus une option, le solaire sera une condition sine qua non pour que tout simplement tout maître d'ouvrage puisse construire un nouveau bâtiment. Point. Puis pareil pour les parkings. Donc voilà, c'est quelque chose de réglementaire. Deuxièmement, économiquement, on voit depuis 6 mois une accélération fantastique du sens de l'histoire. Peut-être que ça aurait dû arriver dans 10 ans, voilà, mais en tout cas, ça arrive maintenant. Et c'est maintenant que vous vous retrouvez avec des factures qui font x4 par rapport à 2022, dans un pays où depuis qu'on est né, on nous a appris que grâce au nucléaire, on avait une électricité hyper compétitive, une électricité décarbonée, et une électricité qu'on était capable d'exporter à nos voisins. Puis là, on se rend compte que c'est l'inverse. On doit importer l'électricité de nos voisins. L'électricité qu'on importe, elle n'est pas hyper décarbonée, et le prix explose. Donc le solaire est, pour des raisons purement économiques, une vraie réponse. Et le troisième point qui n'est pas neutre, c'est un point également sociétal, parce que vous avez beaucoup d'entreprises qui sont très polluantes. Et quand vous êtes un acteur économique et que vous polluez, aujourd'hui, dans la réglementation européenne, vous devez justifier des efforts que vous allez faire pour décarboner votre activité économique. Donc là, c'est pareil, quand vous avez un process d'activité, ce process d'activité, vous calculez l'impact carbone de ce process, plus ce process fonctionne avec du renouvelable, plus vous allez être capable de décarboner finalement la valeur de tout ce qui nous entoure, la table, la chaise, etc. Donc le solaire, c'est super, on a du boulot pour de très nombreuses années. Si et seulement si, on ne crée pas de contre-référence majeure. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça, et quand je suis arrivé, j'ai tout de suite entendu parler d'une histoire qui est les GPL, pour les bagnoles. C'était super dans les années 2000, il y a eu un incendie, parce qu'il y a un moteur qui a pris feu dans un parking dans Paris, il y a un pompier qui est mort, c'était terminé, on n'a plus entendu parler. Le photovoltaïque, c'est quelque chose qui peut nous prendre au nez. Si demain vous avez un bâtiment qui prend feu avec des morts, etc., parce qu'il y a une installation photovoltaïque qui était mal conçue, mal réfléchie, avec un mauvais choix de matériaux, une entreprise qui met en œuvre, qui fait n'importe quoi, pas de cadre assurantiel, aucun cadre réglementaire, alors vous pouvez être certain qu'on va faire autre chose que du photovoltaïque. On est dans un pays où la réaction sera très très vive en cas de désordre de ce type. Donc, ce que l'on cherche à faire dans la filière, que l'on soit industriel, que l'on soit entreprise, que l'on soit acteur comme tous ceux qui sont dans cette table ronde, c'est essayer justement de créer un cadre qui soit favorable à la pérennité de cette filière, créer de la valeur et faire en sorte qu'on le fasse savoir. Donc au niveau typiquement de ces projets solaires, le retour d'expérience que l'on a est un travail en commun permettant déjà de dire pour tout projet que le solaire, c'est un lot dans le bâtiment comme un autre. Quand vous construisez un bâtiment et que vous voulez concevoir les sanitaires, vous n'allez pas le faire tout seul dans votre coin. Vous allez prendre un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre va s'entourer de bureaux d'études. Il y aura une réelle conception, une analyse de l'interface avec les autres lots pour être certain que le tuyau est au bon endroit. Le solaire, c'est pareil. Le solaire sur un toit, en façade, sur un parking, c'est pas un truc, une verrue qui vient une fois qu'on a fini la conception et la réalisation du bâtiment. Ça doit être un lot comme un autre. En partant sur cette idée-là, ça veut dire qu'on rentre dans le monde classique du bâtiment, sur lequel on définit un procédé. Le procédé rentre dans un cadre assurantiel qui est régi par, dès qu'on touche à l'enveloppe du bâtiment, un cadre très strict qui est la loi Spinetta de 1978, qui est très protectrice pour le maître d'ouvrage, parce que ça renvoie la responsabilité au niveau assurantiel sur 10 ans, de la tenue de l'ouvrage au concepteur, l'architecte, et au constructeur, c'est-à-dire l'entreprise. Le maître d'ouvrage est donc protégé, tout ça avec une garantie assurée. Encore faut-il respecter des règles. Et les règles, c'est typiquement ce tableau barbare. Alors, j'ai cherché à faire un tableau encore plus compliqué que Simon Ducasse, mais j'espère que tu pourras le prendre en photo. Non, mais juste de manière très simple. Il y a deux grandes familles dans le monde du bâtiment. Quand vous avez un bâtiment, vous avez un assureur.
Et puis vous avez différents types d'assureurs. Vous avez un assureur dommage-ouvrage, vous avez un assureur perte d'exploitation, c'est un industriel, et vous avez un assureur dommage au bien. Puis vous avez aussi l'assureur de l'entreprise qui va faire les travaux. Puis vous avez l'assureur du maître d'œuvre. Vous avez plein d'assureurs de partout. La doctrine de l'assureur, c'est la gestion du risque. Donc lui, il sait que quand une entreprise met en place un procédé qui est en technique courante, c'est le terme en bleu là, alors le taux de sinistralité est extrêmement faible, c'est statistique. Lorsque le procédé est en technique non courante, c'est en orange, alors le taux de sinistralité est plus élevé. Ça ne veut pas dire que si vous mettez un truc qui est en technique non courante, ça va s'effondrer 15 jours plus tard. Mais, encore une fois, ce sont des statistiques. Résultat, dans un marché diffus, sur lequel demain vous voulez faire d'une centrale photovoltaïque sur un ouvrage, quelle que soit la technique, quel que soit le type d'architecture, plus vous allez vous accompagner d'un maître d'œuvre qui va réfléchir à la bonne conception d'un système renvoyé à des procédés qui sont dits en technique courante. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, si vous voulez on pourra en parler autour d'un verre, mais, ou sans verre comme vous voulez, mais en technique courante, alors vous êtes certain d'avoir le moins de blocage assurantiel possible, d'avoir une prime d'assurance la plus faible possible, et tout simplement parce que voilà, il y a un retour d'expérience qui est tout à fait favorable. Une fois qu'on a dit ça, vous avez, alors ça je vais passer vite, une fois qu'on a dit ça, vous avez un cadre réglementaire. Et ce cadre réglementaire, c'est, si par exemple vous êtes sur un process industriel, vous êtes peut-être dans une installation classée pour la protection de l'environnement, auquel cas, vous avez du photovoltaïque, vous êtes obligé de respecter un arrêté 2020 qui est extrêmement contraignant en termes de justification de la tenue au feu du procédé complet. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout non plus, mais c'est pareil. Si vous faites du photovoltaïque sur un bâtiment qui est soumis à ce type de rubrique, et il y en a beaucoup, on parle du monde industriel, mais vous avez énormément de bâtiments à usage industriel ou de stockage qui répondent à ce type de classification, vous n'avez pas le choix. Si vous installez une centrale solaire et que vous n'êtes pas capable de justifier, conformément à l'arrêté de 2020, que le procédé voilà, est Bérou T3, c'est un terme un peu barbare, alors, en tant que concepteur, vous êtes en tort, c'est du réglementaire, l'ADREAL va mettre en demeure le maître d'ouvrage de remettre en conformité le site, sans quoi le site est fermé. Dernier point, c'est la pérennité. Alors là, je fais un tout petit peu de prosélytisme pour Soprema, mais il y a plein d'autres sociétés qui sont capables de faire pareil, je passe le collégial, mais il ne faut pas oublier ce qu'on fait. Le photovoltaïque, quand on est sur un toit, ou quand on est en façade, c'est une deuxième fonction qu'on apporte à l'ouvrage. La première fonction d'une toiture, c'est être étanche. C'est protéger les biens et les personnes des intempéries. Le photovoltaïque est une fonction supplémentaire qu'on apporte. Si on oublie ça, qu'on installe une centrale solaire et que 5 ans après, il faut déposer les panneaux parce qu'il y a des fuites de partout ou qu'il faut tout refaire, le business plan, il est à la poubelle et ça peut apporter des gros problèmes dans vos relations commerciales avec la maîtrise d'ouvrage. Donc, en conclusion, ah oui, puis le dernier point également, juste, il y a un point qui nous paraît important, c'est la partie bilan carbone de tout cela. Ça a déjà été un petit peu rappelé, notamment par Voltec tout à l'heure, mais c'est très important dans ce que l'on fait, et d'où l'intérêt aussi de la pérennité des solutions dans leur globalité. C'est très important de se positionner sur des systèmes qui soient pérennes. Une centrale solaire, elle est là pour fonctionner pendant 25 à 30 ans. Les panneaux Voltec ont une garantie étendue jusqu'à 20 ans, 25 ans en fonction. Donc voilà, il faut raisonner sur une durée de vie de 20 ans, 25 ans sur l'ensemble de l'installation. C'est là où on sera capable de justifier de réellement produire une électricité décarbonée, d'avoir en plus en termes de gestion des déchets, c'est merveilleux. Et dernier point important, c'est, là on a parlé système, on a parlé assurance. Le dernier point à être assuré, c'est la mise en œuvre. Il faut prendre des entreprises qualifiées. Il y a énormément de signes de qualité qui aujourd'hui existent. Les entreprises motivées, généralement, elles participent à des organisations régionales. Et voilà, donc le triptyque, c'est procédé certifié, bonne conception avec, il faut s'accompagner d'un maître d'œuvre, pour faire simple, voilà, quelqu'un pour vous accompagner, entreprise qualifiée et durabilité globale de l'installation en travaillant sur la conception du système dans sa globalité, ne pas prendre le photovoltaïque comme une verrue qui viendrait sur
dans le projet de construction une fois qu'on a tout terminé. Merci beaucoup Jean, et pour faire la transition avec la suite qui j'espère confirmera l'intérêt que vous pouvez porter au photovoltaïque. Juste un petit point aussi, c'est que on est rentré, ça a été déjà dit, dans une ère d'autoconsommation. Et ce qui veut dire aussi que le métier des photovoltaïciens aujourd'hui il a changé. La première chose qu'on va faire un photovoltaïcien si on lui parle d'un projet d'autoconsommation, c'est pas forcément d'aller savoir quelle est la surface qu'il peut mettre de panneaux sur votre toit, mais c'est d'aller déterminer quel est votre besoin et donc d'examiner vos courbes de consommation avec évidemment, comme ça a été rappelé, la question des usages et de l'efficacité du bâtiment qui a recherché en premier lieu, mais aussi du coup d'analyser vos courbes de consommation pour voir comment vous consommez, de quoi vous avez besoin et comment y répondre. Et sur ce comment y répondre, justement, on va continuer le tour de table avec Cécile Cantrel qui va nous faire un retour d'expérience de la part d'Alzapan sur le photovoltaïque que vous avez mis en œuvre de votre côté et qui, j'espère, viendra lever une partie des craintes. On lève les craintes techniques et on passe aux avantages économiques et industriels. Merci. Alors, Alzapan, on fabrique des produits d'aménagement de la maison. En fait, on transforme du panneau en dressing, plan de travail, caisson de cuisine, revêtement de sol stratifié. En Alsace, en Moselle, dans la Creuse et dans l'Indre. Et voilà. Et oui, sur 7 sites en France, donc ça c'est important pour la suite. En fait, Alzapan a 200 000 m² de bâtiments couverts et des bâtiments qui n'ont pas été étudiés pour recevoir du photovoltaïque à la base. Mais on a quand même réussi à en mettre pas mal, puisque ça fait depuis maintenant 2010 que nous installons tous les ans des panneaux solaires photovoltaïques. Au fur et à mesure, on couvre nos toits. Donc, sur les 7 sites dont j'ai parlé tout à l'heure, il y en a 6 qui sont partiellement couverts. Et le 7e, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution technique, puisqu'il faudrait renforcer la toiture. Mais en tout cas, 6 sur 7, on a réussi à en mettre 6 sur 7, et au fur et à mesure. Et Monsieur Ducasse parlait de plusieurs types de solutions, de modèles. Et c'est vrai qu'en 12 ans, nous, on est passé sur on a expérimenté différents modèles. Je voudrais aussi rajouter que produire de l'électricité photovoltaïque, chez Alzapan, c'est intégré dans une politique énergétique qui passe d'abord par la sobriété, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, sobriété avant tout. Ensuite, nous, on produit l'énergie déjà depuis les années 80 avec nos déchets, donc on avait déjà un peu cette expérience-là, ou cette volonté de produire nous-mêmes notre énergie. Et la volonté qu'on a aussi depuis toutes ces années, c'est de, je dirais, je vais trouver le mot, c'est de diluer le risque. Et aujourd'hui, je suis très contente, vu le prix de l'énergie, qu'on travaille sur ce sujet-là depuis de nombreuses années, c'est diluer le risque. Et aujourd'hui, on fabrique 10% de nos besoins, à peu près 10% de nos besoins électriques, on les fabrique nous-mêmes, l'équivalent de 10%. Alors on se dit c'est que 10%, mais non. Moins 20% de consommation depuis 7 ans, moins 20%, plus 10% de photovoltaïque, plus ci, plus ça, voilà. Et pour répondre à la question, est-ce que le photovoltaïque est la réponse? Je dirais plutôt, non, c'est pas la réponse, c'est une des réponses, mais c'est une réponse incontournable. Enfin, une des réponses incontournables.
Et au sujet de la sobriété, on est certifié ISO 50001 depuis 2015. Voilà. Donc ça fait vraiment partie d'une stratégie globale. Et d'ailleurs, on a une stratégie environnementale sur YouTube. Hein. Vous pouvez aller la regarder, je ne vais pas vous la passer là, mais c'était pour dire, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Là, il y a un exemple de modèle. Non, voilà. Hop, tac. C'était pas tout à fait ma diaporama, elle a été un petit peu ma diapo, mais c'est pas grave. Ça, c'est pour faire. C'est qui à la vente. Alors, ça, c'est appel d'offres, creux. Donc, ça, c'est plutôt le modèle un peu passé. En fait, on répond à un appel d'offres creux et on vend pendant X années à tel prix l'électricité produite par une installation. Alors nous, je parlais de la surface de toiture qu'on a et qu'on s'efforce de couvrir. Là, c'est un peu différent puisqu'on a couvert un parking. Et c'est un projet qui date d'il y a 3-4 ans. Parce que c'est vrai que depuis 2010, on couvrait nos toits, mais on en avait marre que ce ne soit pas visible. Donc là, on s'est fait un petit plaisir, on s'est dit ok, on va faire quelque chose de visible parce qu'on était un peu frustrés de ne pas pouvoir montrer tout ce qu'on faisait. Donc ça, c'est des carports, comme on appelle ça. Alors quand aujourd'hui, vous voyez, le coût de revient, bon, allez, c'est 40 € du mégawattheure. Bon, c'est un petit peu faussé parce que je compte pas la structure dedans, mais aujourd'hui c'est à comparer avec un prix d'achat d'électricité. Cette année, nous, on achète l'électricité à 80 € du mégawattheure. L'année prochaine, ça sera entre 150 et 200. Donc je payais 4 millions d'électricité cette année. L'année prochaine, presque 10 millions d'électricité. Donc voilà. Donc tout ça, c'est à comparer et il n'y a plus de questions à se poser aujourd'hui sur la rentabilité, à mon avis. Donc alors ça, avant c'était de la revente. Ça, c'est un autre projet où c'est de l'autoconsommation. Voilà. Et là, par exemple, les économies, sur 20 ans, c'est avec le prix de 175 mégawattheures qu'on a calculé, voilà, qui est une moyenne pour l'année prochaine sur nos sites. Ce que je voulais dire également, c'est que lorsque vous montez un projet d'autoconsommation dans le Grand Est, on a toujours bénéficié, on a fait demande de subventions, d'aide. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas ça dans toutes les régions. Parce que j'ai des sites en Creuse, dans l'Indre, où en fait, Climaction, ça n'existe pas. Alors quand je leur ai parlé, oui, si, Climaction, non, on ne connaît pas. C'est que dans le Grand Est. Hein, je ne sais pas si du côté ouest. Oui, mais en tout cas, nous, on a... L'État a fait en sorte que ce souligne, je voulais défendre la Grand Est. Ah oui, mais en tout cas, nous, on a pu en bénéficier. Voilà, et je le rappelle quand je peux le rappeler. Peut-être qu'on trouvera un autre moyen. Mais voilà. Oui, et ce que je trouve très intéressant aussi sur cette diapo, hein, ça répond à une des questions qu'on posait tout à l'heure, qui était le temps de retour sur investissement, qui là, sur une opération comme celle-là, est à 4 ans. C'est le coût de revient du kilowattheure, effectivement, qui est à 4,6 centimes d'euros, comparé au prix qui est payé aux fournisseurs, 4,6 centimes d'euros le kilowattheure autoconsommé, qui amène justement à ce retour sur investissement en 4 ans, qui est effectivement un chiffre qui est lié évidemment à la crise et l'explosion du coût de l'électricité, mais qui
de fait, amène à ce regain d'intérêt aussi, à cette stabilité dans le temps. La courbe qui n'en est pas une, qui était une droite mal taillée de Simon tout à l'heure le montrait, hein, le coût de revient du kilowattheure photovoltaïque, il est étal dans le temps. Et vous n'aurez pas de surprise dessus. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter sur cette présentation? Non, mais en tout cas, nous, on est très satisfaits de toutes les installations qu'on a pu faire et qu'on va poursuivre ça. Et voilà. Donc la sobriété et les photovoltaïques. Parfait. Je vais passer la parole, avant de passer la parole à la salle, à notre dernier orateur, et après vous pourrez poser des questions évidemment. Donc à Pascal Dill, qui est Corporate Building Manager chez Hager, autre acteur local. Hop, c'est bon, c'est pas cassé? Parfait. Il faut retourner là. Voilà. Hop. Et voilà, on y arrive. Bon, bonjour à tous. On m'a demandé de vous présenter la dernière réalisation photovoltaïque que nous avons mis en œuvre dans le groupe Hager, et c'est ce que je vais faire. Le groupe Hager, que vous connaissez très bien, est un groupe qui propose des solutions électriques qui est fortement implanté en Alsace. Et je vous ai mis ici une photo de la dernière réalisation, qui est une ombrière que nous avons réalisée sur notre site d'Aubernay. Le site d'Aubernay que vous voyez là, et notamment, excusez-moi, je vais faire comme ça. Et ce que vous pouvez voir peut-être, c'est qu'on avait déjà des panneaux solaires qui couvraient certains de nos bâtiments. Donc le photovoltaïque solaire, c'est une solution qui nous intéresse depuis longtemps. Effectivement, nous sommes liés au monde électrique et évidemment, les solutions que nous proposons sont également liées au photovoltaïque. Pour vous présenter rapidement, le groupe Hager, voilà, vous avez Daniel Hager qui est notre CEO. Voilà, c'est un groupe qui propose des solutions électriques, qui est persuadé que le monde de demain sera électrique et qu'il a un rôle important à jouer dans ce monde de demain. Décidément. Voilà. Je vous ai donné quelques chiffres pour le groupe Hager. Donc, on a dépassé les 2 milliards de chiffre d'affaires depuis 3 ans. On a à peu près, un peu plus de 12 000 collaborateurs dans le monde, un tiers en France, 22 sites de production en Europe, notamment Espagne, Italie, et également en Chine et en Inde. Voilà. Alors, quand on parle des solutions électriques, vous connaissez sûrement les tableaux de protection électrique Hager. Nous faisons également des bornes de charge pour les véhicules. Et on a absorbé il y a 4 ans une société allemande qui s'appelle E3DC, qui fournit également des solutions de stockage électrique qu'on peut mettre en œuvre dans des maisons ou dans des logements collectifs, qui permettent de stocker l'électricité, notamment qui peut être injectée à partir de panneaux photovoltaïques et qui peut également stocker l'énergie dans les heures creuses et ensuite les restituer dans les logements, soit pour assurer, une continuité électrique en cas de coupure ou de panne, mais également ensuite de gérer les liens avec le chargement des voitures. Le projet à Aubernay. Alors, sur notre site d'Aubernay, on a un parking à peu près de 1000 places. Et comme on a déployé une trentaine de bornes de charge il y a 2 ans dessus, on s'est retrouvé avec le problème de puissance électrique à mettre en place sur notre parking afin d'alimenter les véhicules. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette ombrière photovoltaïque. Et donc, par rapport à notre besoin, nous avons décidé de couvrir une 50aine de places pour, fournir le courant
nécessaires à la recharge des voitures. Alors en étape, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit avant. Évidemment, on s'est entouré des compétences d'un maître d'œuvre. On a fait des sondages de sol pour l'implantation de la structure. On a déposé un permis de construire. Et puis, on a commencé les travaux en début de l'année, à partir du mois de février. Et je dirais l'ombrière a été mise en service à partir du mois de juin. Donc c'est finalement des travaux qui vont assez vite. Peut-être le plus long, c'est des études préliminaires et puis des démarches administratives dont on pourra parler aussi si vous voulez. On a évidemment, par rapport à ce qui s'est dit aussi sur les obligations, mais pas forcément que des obligations, notre groupe est fortement à une politique environnementale affirmée avec des ambitions importantes. On a un plan 2030 qui prévoit une décarbonation de nos produits. On a également mis en place une politique sur nos nouveaux bâtiments, notamment de prévoir l'intégralité de la toiture qui pourra être couverte, pour tous nos nouveaux projets, les bâtiments pourront être couverts de panneaux photovoltaïques. Donc évidemment, ce projet constitue une première phase pour nous. On a des projets des phases qui vont se poursuivre cette année, enfin, l'année prochaine et les années d'après. Voilà, donc là je vous ai amené un petit peu les chiffres. Ce qui nous semblait important, c'est effectivement on évite également du CO2. L'impact CO2 des projets pour nous est un indicateur qui est important. Donc on a pour objectif de diminuer notre impact carbone de 50% d'ici 2030. Donc les projets de construction en font partie. Et toute la production de cette ombrière est injectée effectivement dans notre site d'Aubernais où on a de larges besoins électriques. Je peux dire également que cette année, nous entamons un autre projet sur notre site de Saverne, donc voilà, qui va démarrer la semaine prochaine, et on a pour l'année prochaine d'autres projets, dans la continuité de ce qui se fait, d'autres projets de mise en place de panneaux photovoltaïques. Comme nous le disions avant, au départ, on va dire c'était plus une ambition environnementale. Aujourd'hui, on se rend également compte que, comme vous disiez, dans la dilution des risques, le photovoltaïque est un paramètre important. Et forcément, pour nous, on est encore plus enthousiasmés par la mise en œuvre de ces solutions. Voilà. Merci beaucoup à tous les intervenants. Il nous reste une grosse demi-heure, si je ne dis pas de bêtises, pour les questions-réponses, les questions de la salle, les réponses des experts que vous avez en face de vous. On avait prévu d'axer la session de questions-réponses sur deux sujets. Un premier focus sur l'économie des projets, et puis un second focus qui était plutôt sur les questions de qualité de projet, qu'on a largement développé au cours de cette table ronde. Donc voilà, je pense qu'on va mélanger les deux focus et je vous propose de poser les questions qui vous intriguent. Voilà, j'ajouterai simplement un petit mot aussi en préambule à la séance de questions. On a parlé aujourd'hui beaucoup de photovoltaïque, c'était l'objet de la table ronde. Maintenant, en tant qu'Enerplan, je ne peux pas faire autrement que de parler également de solaire thermique. Il faut aussi chercher des solutions qui sont adaptées à vos besoins. Si vous avez des process industriels qui ont des besoins de chaleur, c'est très bien de générer de l'électricité sur vos toits. Peut-être que générer directement de la chaleur est ce dont vous avez le plus besoin. Voilà, c'est simplement un petit aparté au passage. Je vais juste illustrer l'aparté que fait David sur le solaire thermique. On parle de décarbonation. Le ratio de décarbonation entre le solaire thermique et le photovoltaïque, c'est de 1 à 100. C'est-à-dire que quand vous mettez 1 kWh photovoltaïque, vous décarbonez 1. Quand vous mettez 1 kWh, vous consommez 1 kWh de solaire thermique, vous décarbonez 100. Parce que vous effacez du gaz. Voilà. Donc si vous avez des directeurs industriels, des directeurs ou des directrices industrielles,
ou des gens qui veulent faire de la décarbonation et que vous avez besoin de chaleur et que vous avez déjà fait votre centrale biomasse, il faut absolument penser solaire thermique. Voilà, c'est le meilleur outil de décarbonation actuellement. Voilà. Vous pouvez juste répéter? En fait, quand vous... le rapport, c'est 100, de 1 à 100. Pourquoi? Parce que vous effacez, je caricature, hein, mais vous effacez d'un côté du nucléaire et de l'autre côté du gaz. Voilà. Et accessoirement, le gaz, on sait d'où il vient, c'est soit du gaz russe, soit du gaz de schiste américain. La peste ou le choléra. Hein. Avec le maladie. On a une première question. Ah, voilà. Oui, bonsoir tout le monde. Marc Lambrevois, société Skywatt, une petite pousse qui a été créée il y a 1 mois. Donc on a tout à apprendre hein, dans ce domaine. On va se concentrer sur des projets photovoltaïques pour les fermes solaires. Néanmoins, moi j'ai subi un revers avec un refus de projet par rapport à l'urbaniste. Est-ce que vous, dans votre contexte, ces règles d'urbanisme vont changer? Alors je comprends hein, qu'on puisse dire, voilà, du château où j'habite, là par exemple à Chervillers, on doit voir tous ces petits toits rouges. Ça va à l'encontre en fait de ce qu'on entend, de ce qu'on recherche. Et est-ce que vous avez, vous, dans les années qui viennent, des règles d'urbanisme qu'on va changer? Enfin, vous entendez quelque chose par rapport à ça et qui permettrait de libérer un petit peu des projets? Merci. Alors, question rapide, je vais faire une réponse rapide parce que c'est un serpent de mer, hein, cette question. Si je comprends bien votre question, c'est les architectes des bâtiments de France qui viennent bloquer des projets. Il y a aussi les PLU qui sont bloquants, qui par exemple imposent encore de l'intégrer au bâti. Ça a été rappelé par Jean tout à l'heure. Ce que doit faire le photovoltaïque, c'est pas forcément assurer l'étanchéité. Or, il y a encore des PLU qui obligent à ce que le photovoltaïque assure l'étanchéité, soit dans le plan de toiture. Voilà. Ça fait partie des écueils, des petits cailloux qu'on a encore dans la chaussure. Il y a une loi qui s'appelle accélération, qui a beaucoup de décélération dedans, mais qui s'appelle accélération de l'énergie renouvelable, qui est en cours de discussion. J'ai encore passé une bonne partie de mes journées et de mes nuits ces derniers jours. On avait réussi à faire adopter par le Sénat le fait que l'avis de l'ABF ne serait plus une censure de l'architecte des bâtiments de France, mais vienne redonner le pouvoir au maire ou à l'établissement public intercommunal, qui serait en responsabilité le gardien de son patrimoine, avec un avis qui serait donné par l'ABF, mais ensuite libre à l'élu d'arbitrer entre les impératifs de sécurité électrique, d'approvisionnement et les impératifs patrimoniaux. Ça a été retoqué ensuite au Sénat, c'est revenu à l'Assemblée, on espère que ça va rester. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas de garantie. En tout cas, on essaie de le faire bouger, c'est un peu un serpent de mer comme je le dis, on essaie de le faire bouger très régulièrement. Pour l'instant, on n'est pas arrivé jusqu'au bout, mais ça, on ne désespère pas. Il n'y a pas de garantie, mais ce qui est important à faire, selon moi, c'est que dès qu'on développe un projet qui se trouve dans une zone ABF, c'est de tout de suite échanger avec l'architecte bâtiment de France. Voilà, il appréciera beaucoup plus la démarche s'il est averti en amont que juste quand il va avoir le dossier où il va dire peut-être de manière des fois trop systématique, non, ça ne va pas à l'empreinte paysagère. Donc le conseil, c'est vraiment de les solliciter le plus tôt possible dès que vous êtes sur un projet qui a cette configuration. Et petit complément, est-ce qu'il y a des collectivités dans la salle? Alors, s'il y a des collectivités dans la salle, il y a un truc qui est ultra important, c'est l'organisation des services des collectivités. Si vous avez un service urbain qui est complètement déconnecté de votre service urbanisme, du coup votre service énergie, bah, ça ne va jamais marcher. Si votre PCAET dit 100% de toiture renouvelable et vous avez un PLU qui est interdit, qui impose l'intégration bâtie, c'est pas possible. En fait, il faut que les organisations des collectivités changent, et j'ai échangé ça avec les DGS. Les DGS disent, ben moi ça marche chez moi parce que j'ai mis au même endroit l'énergie et l'urbanisme. Donc c'est pas un conseil, c'est une information que je donne aux collectivités, je ne me permettrai pas de conseil, mais essayez de changer votre organisation des services pour mettre l'énergie et l'urbain ensemble. Merci. Une autre question? Oui, juste une question. Est-ce que les pompiers sont formés et puis quels sont ce qui a été fait pour les pompiers aussi par ce sujet? Alors oui, clairement oui. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure par rapport au site industriel, c'est une évolution qui a été faite à la demande des pompiers. Jusqu'en 2016, il n'y avait pas de règles homogènes pour les services départementaux incendie sécurité au niveau de la gestion d'un sinistre photovoltaïque.
ils étaient alertés d'une centrale solaire, parce qu'il y a eu, dans les démarches administratives, des obligations de déclaration, mais typiquement, les modalités d'intervention étaient très disparates. Donc il y a tout un travail qui a été fait à l'initiative des pompiers et du ministère de l'Environnement, Direction générale de la prévention des risques, pour homogénéiser des règles de prévention. C'est ce que je montrais tout à l'heure sur, par exemple, un exemple sur le comportement au feu des systèmes photovoltaïques qui doivent être prévus sur des bâtiments de type industriel, par exemple, ou logistique. Et il y a également tout un protocole d'intervention qui aujourd'hui est hyper bordé, hyper normé, avec des formations, etc., etc. Donc la réponse est oui. Et en termes de sécurité des personnes, je rajouterais juste un point. Surtout, n'écoutez pas un installateur qui vous dirait qu'il n'y a pas besoin de déclarer au gestionnaire de réseau de distribution. Voilà, on en connaît, on fait la chasse au quotidien, genre GLPV également, contre ces gens qui font un peu n'importe quoi sur le terrain. Surtout, ne les écoutez pas, c'est aussi une question de sécurité des agents Enedis et des agents des entreprises locales de distribution qui doivent savoir où est-ce qu'il y a potentiellement des outils de production qui peuvent injecter sur le réseau. Même si vous êtes en autoconsommation totale, il faut déclarer aussi au gestionnaire de réseau. Oui, merci. Merci pour cette présentation. J'aurais deux questions. Une première pour M. Dild. Quand vous dites que vous faites 100% d'autoconsommation sur les ombrières, j'aurais voulu savoir si vous mettez en place une solution de stockage électrique pour pouvoir avoir ces 100% d'autoconsommation. Et le deuxième point, c'était simplement si on pouvait revenir sur le PPA. Ok. Pour l'autoconsommation, on injecte effectivement le courant produit par les panneaux dans des onduleurs, et ensuite ces onduleurs injectent sur nos tableaux électriques qui sont directement consommés par notre usine. Donc on n'a pas forcément besoin de stockage à long terme. C'est comme on couvre 100% de la production, c'est injecté directement. Évidemment, on est intéressé par les solutions de stockage à plus long terme, mais en tout cas dans cet exemple-là, ce n'est pas le cas. Voilà. Sur les PPA, Simon ? Ouais, alors juste, je vais compléter. Selon les règles qui devraient sortir de la loi d'accélération, il va falloir faire 10 fois plus d'ombrières sur votre parking. Hein, donc je pense qu'il y aura peut-être besoin de faire du stockage. Ouais, 1000 places, ça fait 500 places. Ça couvre 0,5% du besoin. Donc c'est bon. Pour les PPA en 3 heures. Alors les PPA, qu'est-ce que c'est ? En fait, la fourniture d'électricité, comment ça marche ? Quand vous achetez de l'électricité à votre fournisseur, vous ne savez pas d'où elle vient. D'accord ? Et c'est lui, son métier, de dire je vais chercher l'électricité soit sur les marchés, soit sur les outils de production. Un PPA, de manière ultra simple, qu'est-ce que c'est un trio, c'est vous consommateur, un producteur et votre fournisseur. Et en gros, vous dites à votre fournisseur, alors, contractuellement, vous ne tapez pas dans la main comme ça, mais contractuellement, oui, dans mes sources d'approvisionnement d'énergie, moi je veux que vous alliez chercher l'électricité à tel endroit. Voilà. Et cet endroit-là, c'est vous qui le décidez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de localisme particulier. C'est-à-dire que dans le principe des PPA, la centrale, elle peut être dans le sud de la France, il faut qu'elle soit en France quand même, mais dans le sud de la France, et vous consommez en Alsace. Par exemple, les ADP, dans les aéroports de Paris, on fait un PPA avec 4 centrales au sol qui sont dans la partie sud de la France. Donc voilà, en résumé, qu'est-ce que c'est que les PPA en 30 secondes. Après, derrière, il y a plein de montages particuliers, mais c'est vraiment un fléchage de production complètement contractuel, parce que la réalité physique de l'électricité fait que c'est pas du tout l'électron en tire par un câble. Et on peut pas le faire avec l'étranger. C'est que en France. Alors là, non, je crois qu'on peut pas le faire avec l'étranger. Les techniques ne sont pas les mêmes. On ne peut pas le faire avec l'étranger. En revanche, votre fournisseur d'électricité, si vous avez un contrat d'électricité verte, peut avoir des garanties d'origine justement pour justifier que chaque électron qui vous fournira est un électron qui a été produit par des sources renouvelables, qui peuvent être des garanties d'origine européenne. Donc c'est là aussi où le PPA garantit une forme de localisme, même si ce n'est pas du localisme formel. Et par ailleurs, juste un petit point sur le PPA, l'autre forme de PPA, en tout cas qui pourrait être assimilée comme telle, c'est le tiers investissement. Le tiers investissement, pour de l'autoconsommation, c'est vous allez confier à un tiers le risque financier d'aller installer sur votre voiture ou sur vos ombrières un outil de production dont vous bénéficierez en tant que consommateur, et vous allez payer une redevance qui va être une forme de rétribution de l'électricité
dont vous bénéficiez, lui bénéficiera de la vente sur le marché des électrons en surplus. Et c'est finalement un contrat d'ores et déjà de PPA sur site que vous autoconsommez qui ne passera pas par le réseau. D'autres questions? Romuald Islay, Société Agricole. Donc en parlant des PPA, là vous avez parlé de très gros projets, mais quelles seraient un petit peu les puissances ou les puissances minimales pour lesquelles on pourrait rentrer dans ce genre de principe? Alors sur les PPA dont j'ai parlé, qui passent par les fournisseurs, souvent c'est sur les gros consommateurs et les grandes puissances, on est sur les centrales au sol, donc on va être sur plusieurs dizaines de mégas. Après, sur ce qu'évoquait David, sur le tiers d'investissement en local, là il n'y a pas de limite de puissance. N'importe quelle centrale, 36 kg c'est un peu compliqué, mais sur les 100 kg, les 500 kg, il y a les opérateurs. Moi je ne connais pas les opérateurs ici, mais je sais que dans l'Ouest, un 100 kg sur ces systèmes-là, c'est complètement possible, quoi. En dessous c'est compliqué quand même, il ne faut pas en tête, mais... Et l'autoconsommation collective. Alors l'autoconsommation collective, c'est autre chose, c'est ce que j'évoquais, c'est le fait pour le producteur de vendre en local. Voilà. Mais tout ça, c'est décorrélé de qui est l'investisseur. C'est-à-dire que vous pouvez complètement se dire, je fais rentrer chez moi, entre guillemets, installer sur mon toit un investisseur qui va vendre l'électricité à moi et après le vendre à mes voisins. Donc là, c'est du collectif. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, parce qu'on ne peut pas balayer tous les systèmes, mais moi, ce que je dis à tout le monde, à tous les chefs d'entreprise et à tous les élus, c'est que, quels que soient les modes de valorisation, quelles que soient vos capacités, vos volontés d'investissement, il y a des opérateurs économiques dans la filière solaire qui peuvent répondre à votre besoin. Il n'y a aucun trou dans la raquette. Tous les trous sont bouchés. Je suis un petit peu moins optimiste que toi. Il reste quelques trous dans la raquette, on essaye de les boucher. Sur le petit seuil. Oui, non, Nico n'est pas tout le monde. Bonsoir tout le monde, Serge Éthique Habitat. J'ai une petite question qui a été évoquée tout à l'heure brièvement. Au passage, l'État aujourd'hui ne se sert pas. À partir de quel moment y aura-t-il une taxe sur les panneaux photovoltaïques? Des taxes sur les panneaux photovoltaïques, il y en a, très clairement. Il y a une question sur la taxe foncière sur les ombrières qu'on essaie de résoudre, qui est un premier sujet. Après, votre bâtiment solarisé ou pas solarisé, il est taxé. Voilà. Après, aujourd'hui, ce que ne sait pas taxer l'État, c'est votre autoconsommation. En revanche, l'électricité que vous avez injectée sur le réseau, la taxe, elle est acquittée par le consommateur final. Si ça revient chez vous, vous l'avez racheté à votre fournisseur, alors que c'est vous qui l'avez injecté, vous payerez de la taxe dans votre facture d'électricité. En revanche, il y a un truc qui a beaucoup pénalisé le photovoltaïque en Espagne pendant très longtemps et qui a été libéré et qui aujourd'hui fait qu'il y a un dynamisme absolu en Espagne, c'est qu'il y avait un décret royal qui avait instauré une taxe sur le soleil. Alors là, ils avaient laissé la taxe à zéro, ce qui fait que c'était une taxe qui n'existait pas, qui n'existait que sur le papier, parce qu'elle était à zéro. En revanche, c'était une épée de Damoclès. Pour ceux qui voulaient faire du solaire, ils disaient peut-être qu'un jour, cette taxe de zéro, elle va passer à 10, elle va passer à 100, et du coup, freiner beaucoup de projets. Ce décret royal a été retiré, et il y a un dynamisme, notamment en autoconsommation. Ils vont faire cette année entre 2 et 3 gigawatts d'autoconsommation, simplement en Espagne. Le maximum qu'on ait fait en France, tout confondu, c'est 2,8 gigawatts, c'est l'année dernière. Donc ils vont faire cette année ce qu'on a fait au maximum en France sur une année, uniquement en autoconsommation en Espagne. Et puis c'est aussi taxé au niveau de l'autoconsommation collective. On va dire que tout ce qui est autoconsommé sur le même bâtiment, il n'y aura pas la taxe. Mais en revanche, tout ce qui va être vendu en local dans un périmètre de 2 km va être taxé. Donc il y a déjà également une taxe là-dessus. La jurisprudence espagnole, au niveau de l'Europe, l'Europe a dit qu'on ne pouvait pas mettre de taxes, les États membres ne pouvaient pas mettre de taxes discriminantes et qui rendraient caduques des projets d'autoconsommation. C'est-à-dire que l'épée de Damoclès qui existe en Espagne, pourquoi ils l'ont enlevé? Parce que l'Europe a dit l'épée de Damoclès c'est fini sur les ENR. Donc en gros, se dire qu'un jour l'État va sortir une taxe qui va taxer les panneaux solaires, en fait l'Europe a déjà dit non, c'est pas possible. Bonsoir, Alexandre Leduc, Société Verlingue.
On connaît l'appétence des assureurs pour couvrir ce risque une fois qu'ils sont installés sur vos sites industriels. Quelles sont les contraintes finalement qui vous sont imposées? Comment vous arrivez aussi à créer un cercle vertueux avec eux pour les rassurer, puisque un peu l'image d'ailleurs de l'industrie du bois, ils sont assez rares. Merci. Alors, si je peux me permettre, l'appétence de l'assureur, c'est gagner de l'argent sur la base de la gestion de son risque. Donc le photovoltaïque en tant que tel, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était pas une appétence, c'était courage fuyant. Du coup, aujourd'hui, force est de constater que le solaire va se développer partout. Force est de constater, c'est ce qu'on a essayé de montrer, et je crois que c'est le travail qui est fait par l'ensemble des organisations, quelles qu'elles soient, à l'est, à l'ouest, au centre, dans la capitale, peu importe, pour essayer de structurer une filière. On voit que quand on conçoit correctement les choses, le photovoltaïque, ça marche très bien, et que les installations photovoltaïques sur les bâtiments les plus compliqués possibles, ça marche très bien. Donc les assureurs commencent à se dire que, moyennant de cocher des cases comme celles que j'ai citées tout à l'heure, la gestion du risque était parfaitement maîtrisée. Du coup, je suis assureur si mon client fait une installation photovoltaïque et coche toutes les cases que j'ai citées tout à l'heure, alors je n'ai pas plus de risque que sur d'autres actifs. Du coup, je vais assurer, parce que comme dans ma prime d'assurance, c'est sur une assiette de chiffre d'affaires ou de valeur déclarée, plus il y a des choses à assurer, plus j'ai de chiffre d'affaires par client. Donc là, il y a de l'appétence. Et autre point sur la partie taxe, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'effectivement tout est taxé, les actifs, etc. On peut avoir de moins en moins d'actifs en France du fait des problématiques d'artificialisation des sols. Donc on peut avoir de moins en moins de constructions neuves. Si pour chaque construction neuve, on crée plus de valeur sur le toit, sur l'enveloppe du bâtiment dans sa globalité, dans les équipements, etc., on valorise le mètre carré, et du coup, ça fait plus de taxes par mètre carré pour l'État. On crée de la valeur. Dès qu'il y a de la valeur, elle est plus. Autre question? Oui, j'arrive. C'est pas tombé. Bonsoir. En lien avec la question qui vient d'être posée, le constat sur les projets actuels, c'est que les toitures sont de plus en plus mises en valeur et partagées. Les cas de figure sont de plus en plus nombreux et il est difficile de trouver des solutions qui rentrent dans des solutions qui soient cadrées par des avis techniques ou des ETN. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas toujours des solutions sous avis technique et les contrôleurs techniques, sous l'impulsion des assureurs, bloquent les solutions sous ETN. Quelle est la situation du coup de l'évolution des avis TN, des avis techniques? Alors, la réponse, elle est assez simple. C'est que là, il y a le cas général que j'ai cité. Le cas général, c'est il faut un avis technique, il faut une entreprise qualifiée, il faut qu'il y ait une évaluation du risque parfaite. Un point aussi que j'ai oublié, c'est que les assureurs regardent l'assurance du fournisseur. Parce que dans les faits, si le désordre vient d'un problème produit et pas d'un problème de mise en œuvre, alors, suite à expertise, c'est le fournisseur qui a tort. Si le fournisseur n'est pas assuré ou correctement assuré sur ce qu'on appelle les dommages causés à l'ouvrage après incorporation, c'est un peu compliqué mais c'est très important, alors l'assureur qui va avancer les frais pour la remise en conformité ne peut pas avoir recours contre l'assureur de l'entreprise qui a fauté, c'est-à-dire le fournisseur. En fait, c'est qu'un jeu de recours. Donc, dans ce jeu de recours, l'assureur, lui, il se dit, pour être sûr de ne pas avoir de problème, je vais procéder sous avis technique. Ça, c'est la règle. Et puis, voilà, l'assureur, il fait aussi du commerce. Et puis, s'il est assureur d'un maître d'ouvrage qui s'appelle la guerre, voilà,
peut-être qu'il y a plein d'enjeux chez Aguerre pour cet assureur. Et peut-être que le directeur juridique de Aguerre va dire, écoutez, monsieur l'assureur, vous me cassez les pieds, vous me demandez des trucs, voilà, j'en ai 3 autres qui tapent à la porte, donc mettez un peu d'eau dans votre vin. Et c'est là où on peut arriver à des projets où peut-être tout n'est pas parfaitement cadré parce qu'il y a un projet architectural qui fait qu'il n'y a pas de solution sous avis technique. Il faut peut-être aller vers une solution qui n'est, entre guillemets, pas encore sous avis technique, mais pour lequel le fournisseur doit apporter plein de justifications techniques que le bureau de contrôle peut ou ne peut pas accepter. Et du coup, c'est la vie d'un projet, c'est la complexité d'un projet qui nécessite un accompagnement fin de la part de la maîtrise d'œuvre, de la part du fournisseur, de la part de l'entreprise, de la part du contrôleur technique. Il n'y a pas de vérité absolue. La tendance de fond, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La réalité, c'est que, pour le coup, il y a des trous dans la raquette dans la filière. Vous avez des cas de figure où il n'y a pas d'avis technique encore. Nous, en tant que filière, on pousse les industriels à faire cette démarche vers la technicité courante. Certains font l'effort et y vont, d'autres ne font pas l'effort. Puis peut-être qu'un jour, la nature ayant horreur du vide, si vous avez plus de trous dans la raquette, les fournisseurs qui n'auront pas fait l'effort d'aller vers un avis technique, ils n'auront plus de marché. Mais chaque projet est différent et vous avez des interlocuteurs dans un projet qui sont là pour faire du commerce et voilà, il n'y a pas de vérité absolue. Oui, Bertrand. Oui, Bertrand Mouler, je représente la société autrichienne Fronius, l'activité Solar Energy. On est un des 2 adhérents qui ont rejoint l'association Cap à l'Est cette dernière année, on va dire. Je me permets juste de rebondir sur en fait, la question qui concernait en fait, l'intervention des assureurs en fait, dans le côté parfois on va dire normatif. Fronius, on est sur la partie électrique, elle n'a pas été beaucoup évoquée aujourd'hui. Il faut se méfier parfois de l'anticipation qui peut être discriminatoire de certaines grosses compagnies d'assurance qui vont obliger des choses qui ne sont pas encore réglementairement demandées sur le marché européen. Je pense entre autres à une règle IEC qui paraîtra simplement en mai 2023 qui concerne une possibilité en fait, de détection d'arc électrique au niveau des toitures. On est sur des installations dans le solaire photovoltaïque où il y a du courant continu, donc des risques effectivement d'arc électrique. C'est des choses connues sur le marché américain, sur le marché australien. Fronius, qui est une société européenne qui, bien sûr, vend sur ces marchés, a cette solution de détection d'arc. On va même parler de coupure par module. C'est une réglementation de la NEC 2019 qui est déjà, bien sûr, en fait, une obligation sur le marché américain. Donc voilà, simplement, je voulais faire une remarque, c'est que les compagnies d'assurance s'immiscent parfois dans le côté normatif. Il y a une norme française qui est l'adaptation en fait, la 1500, qui est la norme en fait, dans le domaine électrique, qui n'a pas évolué d'ailleurs depuis, petite remarque, depuis mai 2011. C'est peut-être aussi une fonction des syndicats Enerplan ou des syndicats comme le CER de jouer leur rôle auprès effectivement de l'UTE, qui est l'organisme en fait réglementaire. Voilà, c'était une remarque. Le message est entendu, j'espère qu'il n'y avait pas d'assureurs dans la salle parce que ils ne vont pas apprécier. Est-ce qu'il reste encore des questions? Oui. C'est par là. Oui, bonjour, Benoît Roux, architecte. Alors j'ai une question de novice, enfin 2 questions. Première question, j'ai entendu parler de stockage et dernièrement on m'a parlé de batterie virtuelle. Un avis sur la question, en interrogation. La deuxième question, c'est encore une question de novice. Dans la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques en toiture, plate ou pantée, quelles sont les limites de prestation entre finalement le couvreur et l'installateur photovoltaïque qui installe le système sur lequel on va poser le photovoltaïque? Voilà, je ne sais pas si la question est claire.
Alors je vais répondre à la première. Les offres de stockage virtuel qui apparaissent, en fait, c'est quoi? C'est un fournisseur qui vous dit, quand vous produisez plus que vous consommez, moi je vous prends cette énergie, et puis quand vous produisez moins que vous consommez, je vous la renvoie. Alors sur le principe c'est intéressant, sauf que dans les mécanismes de soutien de l'État, l'État a dit, c'est soit vous faites le mécanisme de soutien et je vous aide, donc je vous garantis, vous pouvez consommer, vous pouvez vendre à vos voisins, soit vous vous débrouillez, mais vous ne pouvez pas tout faire. Donc en gros c'est un choix. C'est soit vous profitez du mécanisme de soutien, soit vous avez des mécanismes privés. Et la limite du mécanisme privé, c'est-à-dire que quand vous faites ça, vous avez votre installation photovoltaïque et vous contractualisez avec quelqu'un qui vous fait la batterie virtuelle. Si la personne à qui vous avez contractualisé la batterie virtuelle vous dit mon tarif d'électricité, c'est pas 80 à 150, c'est 80 à 800, soit vous arrêtez de travailler avec lui et votre centrale solaire, vous ne pouvez plus l'utiliser, vous ne pouvez plus réinjecter. Ou alors, vous devez signer signer avec lui. En gros, on parlait de désensibilisation des risques, de dérisquer, et ces solutions-là, elles apportent un complément de risque. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais il faut juste être conscient que c'est un risque complémentaire. Et je laisse Jean sur ma partie responsabilité des lots. Oui, merci. Un système solaire en toiture, qu'on soit sur une toiture plate, une toiture inclinée, peu importe, c'est un procédé. Le panneau solaire ne peut pas être mis en œuvre sur un complexe de couverture indépendamment sans que le complexe de couverture n'ait été conçu et mis en œuvre pour accueillir du solaire, pour des questions de poids, des questions de tenue à l'arrachement, des questions de tenue au feu, etc., etc. C'est encore plus vrai, je pense, sur toiture plate, toiture terrasse, que sur toiture inclinée, parce qu'il y a beaucoup plus de matériaux différents sur une toiture plate, parce que vous avez de l'isolation, de l'étanchéité, etc., que sur une toiture inclinée qui bien souvent est constituée d'un bac sec ou d'un panneau sandwich, mais pour lequel l'isolation est à l'intérieur. Donc l'interface est un peu plus simple à gérer. Donc en fait, c'est un système complet, c'est un procédé complet. Donc derrière, une fois que vous avez défini le procédé, vous avez une notion de couverture ou étanchéité et une notion purement photovoltaïque. Qui fait quoi? C'est le maître d'œuvre qui décide. C'est parfait, vous êtes maître d'œuvre. Mais dans les faits, qui doit mettre en œuvre le système d'intégration sur une toiture plate? Il vaut mieux que ce soit celui qui a fait la toiture, puisqu'on touche à l'étanchéité, on touche à la couverture, donc il y a une notion de garantie décennale. L'installation photovoltaïque pure, c'est-à-dire le panneau solaire, relevant lui d'une prestation purement électrique. Donc ça, c'est le cadre général. Après, vous avez des exceptions, parce que des fois, vous avez le solaire va être totalement financé par une société de projet qui fait que c'est hors du lot de construction globale. Donc voilà, les montages peuvent être différents. Mais dans l'esprit, le système d'intégration qui permet la mise en place des panneaux solaires, comme ça touche à l'élément de couverture, ça touche à la toiture, ça touche l'étanchéité, ça rentre dans la décennale constructeur. Donc il vaut mieux que ce soit l'entreprise qui ait fait les travaux d'enveloppe qui ait ça dans son marché. Beaucoup plus simple à gérer en cas de désordre. Allez, ce sera sans doute la dernière question si on veut respecter le timing et terminer à 18h. Je ferai rapide. Bonjour, je me présente Kevin Newman, je suis installé en agriculture biologique dans la volaille de chair. J'ai un projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur 2 bâtiments, sur toute la toiture. Et je voudrais savoir si notamment dans l'installation photovoltaïque, il y avait des risques d'ondes, en fait, dégagées par le courant créé. Alors, on nous pose des fois la question. Alors, j'ai pas eu les volailles, j'avais vu les bovins. Mais en fait, nous, les échanges qu'on a avec les coopératives agricoles, les champs d'agriculture, on n'a aucun retour d'expérience, enfin aucune constatation sur les impacts, bien qu'il n'y ait pas d'études poussées sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment du on dit que, voilà, comme fondement scientifique, là c'est assez fort. Mais voilà, donc il n'y a pas d'impact, et en fait il y a quelques règles de bon sens sur plutôt les onduleurs, voilà, les mettre dans des locaux spécifiques, enfin, dans des locaux un peu extérieurs. Mais voilà, donc il n'y a pas d'impact fort sur les modules.
mais des règles d'usage à avoir, et je pense qu'il y a des installateurs qui sont justement spécialisés dans le secteur agricole, donc voilà, travailler avec des gens qui ont des références dans les sujets et appeler leurs références, moi je donne toujours ça comme conseil. Très bien, merci. Une toute dernière ou là c'est bon? Il restait 2 minutes. On vous a complètement assommé, ça y est. Ben, merci, mesdames, messieurs, pour cette table ronde, vraiment. Et merci de la participation active de nos auditeurs aujourd'hui. Et je pense qu'on va boire un verre, c'est ça? Ben ouais, c'est ça. Donc merci, vraiment merci à tout le monde pour cette participation. On est vraiment, enfin, en tout cas, je suis très heureux d'avoir partagé cette journée avec vous. Je voulais remercier aussi tous les membres de Cap à l'Est qui, depuis ce matin, se sont agités pour pouvoir bien vous accueillir, et aussi à l'entreprise Voltec pour cette belle organisation. On a 1 heure pour pouvoir manger, boire un coup, échanger et continuer à se poser des questions pour des beaux projets. Merci à tous et belle continuation.